France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Votre talk de fin d'après-midi démarre maintenant jusque 18h30. C'est parti pour le grand forum en ce vendredi 7 avril. Ravi de vous retrouver. Une actualité encore ma foi très chargée, bien sûr, aujourd'hui. Pour évoquer tout cela, je vous demande d'accueillir Monsieur Zébélus. Comment ça va, Jean-Marc? Salut Christophe, comment vas-tu? Tout va bien? Bah bien, écoute, depuis Dijon, très bien. Voilà, salut aussi à tous les auditeurs, merci de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver. Bon, t'as vu, c'était sympa les Dijonnaires. Ah mais plus que sympa, mais c'est la France ça. Ça c'est la vraie France. Et la on France, repart quand en même. France, on repart dans le nord cette fois-ci, du côté du Havre. Oui, ça va être ce le Havre. mercredi 12 avril à la librairie Les Yeux d'Elsa, 115 cours de la République. N'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr, on vous donnera le numéro de téléphone. T'étais comme une carpe. T'étais comme une carpe dans un bel étang, toi, Christophe. T'étais dans un téléman. Ouais, mais je sauf t'ai que vu. moi, on me pêche pas, moi, mon ami. Ouais, mais ça dépend. On te pêche et on te relâche. Jamais. Tradition Moi, de la toujours pêche fidèle, française. toujours fidèle à mes convictions, moi, toujours, mon ami. Ouais, c'est ça. Ouais. Dutronc, c'est pour toi tout à l'heure. Très bien. Alors, ton programme, Jean-Marc? Mon programme, ça va être, j'ai aujourd'hui une invitée, Shadia Saber, qui a écrit un livre d'ailleurs qui va aussi se présenter, qui s'appelle Famille nombreuse, qui a connu tout un parcours, tout un combat, et je pense qu'il peut aussi être un modèle pour nous aussi dans cette société, dans cette situation où nous nous trouvons. On va la saluer. Bonjour, Shadia. Bonjour. Comment ça va? Jean-Marc. Très bien, merci de Bonjour, Shadia. m'accueillir, c'est gentil. Famille nombreuse, donc c'est le titre du livre. Oui, famille nombreuse, famille heureuse. Ouais. Et- Ah, parfois, oui, mais Ouais, parfois non. Parfois, ouais. Parfois Ouais. non. c'est Magnifique, que j'ai lu, que j'ai vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Je sous forme, c'est une bande dessinée que j'invite à tous les éditeurs de s'y intéresser parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'y retrouver dans ce magnifique ouvrage. Bon, très bien. Alors, on a le zapping, bien sûr, dans quelques instants. Le j'aime ou j'aime pas. Ton coup de cœur, Jean-Marc? Mon coup de cœur, c'est mon invité, mon Shadia, cher ok. ami. Ton avis tranché, alors? Mon avis tranché, l'actualité fait que on parlera un petit peu de cette notion de souveraineté, etc. Oui, effectivement. Et justement, je vous donne tout de suite la question du jour à laquelle je vous invite. Et vous avez déjà répondu en masse depuis ce matin sur la page Facebook France Maghreb 2. C'est le président américain, vous le savez, Donald Trump a fait bombarder la Syrie sans accord du Congrès américain. Ni du Conseil de sécurité de l'ONU et avant la fin de l'enquête sur l'attaque chimique qui a eu lieu sur le territoire syrien. Comment qualifiez-vous ce bombardement du président américain? Telle est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle je vous invite à répondre en nous appelant 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr et donc sur la page Facebook France Maghreb 2. Hier, nous recevions dans le cadre du spectacle Cabaret Tam Table au Cabaret Sauvage qui revient donc dès mercredi prochain, Deya Zaïch qui est la comédienne et Samira Bramia à qui j'avais demandé hier en direct de nous interpréter une petite chanson à la guitare, une reprise d'une chanson de Lili Boniche, Alger Alger, puis également une petite chanson en kabyle. Elle n'est pas kabyle elle-même, mais elle chante en kabyle, du Idir avec Usundur. Je vous propose de réécouter en guise de coup de cœur cette magnifique voix. Ouais, je sais, je l'aime. Samira Bramia. C'est parti, on écoute, c'est parti sur France Maghreb 2 pour le coup de cœur. C'est parti, écoutez-moi ça, mon cher Jean-Marc, ça c'est de la voix. C'est de la chanteuse, quoi, de la vraie. Samira Bramia, enregistrée hier dans nos studios sur France Maghreb 2. Magnifique, hein, Jean-Marc? C'est vraiment super, ça fait des frissons. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écouter hier ton émission. J'ai vu que tu étais tout conquis. Tu étais vraiment dans ton élément. Mais vraiment, c'est une magnifique chanteuse, vraiment. Oui, Qui absolument. chante avec le cœur. Shadia, tiens, la vie d'une femme. J'adore. Ouais. Je connaissais pas du tout et je trouve qu'elle a une voix vraiment mélodieuse. C'est très beau. Et... Elle a fait The Voice. Ah, bravo. Ouais. Je suis Et désolée, elle je suis pas est- The Voice, c'est pour ça. Elle est au cœur aussi d'un projet qui s'appelle Méditerranéenne avec Chimène Badi et Julie Zenati qui est sorti là il y a peu. D'ailleurs qu'on voit les spots à la télévision en ce moment. Et puis elle va sortir son deuxième album prévu au mois de septembre et elle est aussi actrice dans le film de Rachida Brakni qui a malheureusement pas été diffusé dans beaucoup de cinéma, qui s'appelle De Sas en Sas. Ça raconte justement la galère des gens qui vont voir leurs proches en prison. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, J'ai entendu parler de ce film. De Sas en Sas. Samira Oui. Bramia. Oui, j'ai entendu parler. Ça fait un petit peu l'actualité un moment. Voilà, sur certains médias, pas tous, malheureusement. Bon, alors pour teaser un petit peu, Shadia, si on devait un peu faire la préface du livre, ça parle de quoi, Famille nombreuse? Ma famille nombreuse, ça parle de ma famille. Ouais. Voilà, donc on est 11 frères et sœurs et je raconte... 11 frères et sœurs. 11 frères et sœurs, ouais. Ouais. Du même père et de la même mère. Hein. Et en fait, Sartek.
c'est le mec. Et donc voilà, je raconte un peu dans les années 60, fin années 60, quand mon père est arrivé en France. Ouais. Et je raconte comment son patron est parti le chercher en Tunisie à l'époque et lui a proposé du travail en France. Et comment mes parents sont arrivés en France, notamment à Paris dans un premier temps et ensuite à Drancy quand on a commencé à être plus nombreux. Parce qu'à Paris, on habitait un studio, donc ça devenait un petit peu étriqué. Et je raconte notre vie de famille, quoi, comment on compose avec tout ce qu'il y a autour de nous, avec ce qu'on a, avec notre culture, avec la culture française, comment on compose tout ça, quoi. Pourquoi avoir eu l'idée ou l'envie de faire un livre pour raconter l'histoire de sa famille? Alors, je tiens à rendre hommage à mon beau-père parce que c'est lui qui m'a toujours poussé à écrire sur ma famille en me disant, tu sais, regarde juste ton histoire. Si tu as envie d'écrire, regarde ton histoire, regarde l'histoire de tes parents. Je pense que ça mériterait que tu en parles. Et donc ça m'a trotté dans la tête. Et puis au final, j'ai fini par décider de faire ça sous forme de roman graphique parce que je suis illustratrice jeunesse à la base, donc j'aime le dessin. Je ne voulais pas juste raconter l'histoire, je voulais aussi l'illustrer. Donc voilà comment est né ce projet. Comment l'ont accueilli les autres membres de la famille quand ils ont lu le livre pour la première fois? Quelles ont été les remarques? Alors je suis sous protection policière parce que j'ai reçu des menaces. Non, c'est pas vrai. Oui. Non, je pense qu'ils ont tous bien aimé. Ce qui est chouette, c'est que la probabilité qu'il y en ait un qui dise non, elle est quand même assez importante parce qu'on est nombreux. Et quand j'ai parlé de ce projet, ils m'ont tous suivi en me disant c'est une super idée, etc. Mais je leur ai pas tout montré parce que je voulais pas spolier le livre. Ouais. Mais je leur ai parlé de certaines anecdotes qui les concernaient et je leur demandais leur autorisation quand je donnais des éléments assez personnels. C'est personnel, ouais. Oui. Et les parents? Alors, malheureusement, aujourd'hui, mes parents sont décédés tous les deux. Ils n'ont pas eu le loisir de le lire. Non, c'est un hommage que je leur rends avec ce livre, quoi. Mais est-ce que, en s'imaginant un petit peu, les connaissant très bien, vos parents, quelle aurait été leur réaction, voilà? Alors je pense que ma mère elle aurait été par-dessus mon épaule en me disant non, puis là t'écris ci, puis ça s'est passé comme ci, puis tu dis ça, puis bon ça aurait été un peu ça, puis mon père lui je pense qu'il m'aurait soutenu en disant c'est grâce à moi. Si grâce à moi, c'est mon fils. c'est ma vie. Et j'ai envie de te poser une question, à te dire que c'est bien beau, mais on a quand même une famille musulmane nombreuse, qui reflète un petit peu la réalité des choses, et puis de l'assimilation, j'aime pas trop le mot intégration, c'est des gens quand même qui ont une certaine... J'ai lu ce livre, j'ai eu beaucoup de plaisir, je l'ai lu et relu, j'invite les auditeurs à se le procurer et à le lire, mais j'ai une question à te poser, à te dire, est-ce que ça a été facile d'éditer ce livre? Est-ce que les auditeurs t'ont ouvert les bras pour pouvoir éditer ce livre? Est-ce que ça a été facile? Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça au départ. Disons que quand j'ai commencé à envoyer Famille Nombreuse, j'ai reçu des réponses assez étranges. Du genre, il est sympa, votre livre, l'histoire est sympa, mais il y a un peu trop maghrébin à mon goût dans ce livre. Non. Ne pourriez-vous pas intégrer une famille catholique? Non mais sérieux, on vous l'a dit ça? Ah oui, on m'a demandé de parler d'une famille catholique parce qu'en fait ils avaient le même nombre d'enfants. Et je leur ai dit mais je vais pas parler d'une famille catholique parce qu'il s'agit de ma famille et on n'est pas catholique, quoi. Je vais pas les raconter des bêtises, c'est autobiographique. Donc ça j'ai zappé. J'ai eu aussi arrêtez de vous prendre pour Marjane Satrapi. Ouais, elle existe déjà. Mais à côté de ça, j'ai eu aussi beaucoup d'éditeurs qui ont été emballés par le projet et je remercie beaucoup Il est édité chez qui d'ailleurs le livre? Alors il est édité chez Hachette Marabout. D'accord. Dans la collection Marabule et je remercie. T'es pas fait marabouter donc ça va? Pas du tout, ils ont été extraordinaires avec moi et ils m'ont dit vas-y Shadia, tu as carte blanche et ça aussi c'est important, quoi. Elle est avec nous donc Shadia pour son livre Famille Nombreuse, on va en reparler tout à l'heure dans l'émission, mais Tarek Mami qui va nous rejoindre aussi dans un instant comme d'habitude en retard, Jean-Marc. Non, il n'est pas en retard. Si, il est en retard. Non, il n'est pas en retard. Il est en train d'avancer en s'inspirant, justement, en nous écoutant un petit peu pour pouvoir entrer dans l'ambiance. Quel focus, celui-là. Allez, dans un instant. Et voilà, chers auditeurs, je vous prends un témoin. Encore une fois, une attaque, chers auditeurs. Dans un instant, le zapping, bien sûr, la question. Et puis, on filera du côté de Reims dans un instant pour parler d'un événement autour du don d'organes qui va se dérouler à la grande mosquée de Reims. Pour en parler, le directeur adjoint de l'aumônerie musulmane, donc de Champagne-Ardenne, sera avec nous dans un instant. Accueillons à présent dans ce grand forum Monsieur Ahmed M. Sharfi, qui est le directeur adjoint de l'aumônerie musulmane de Champagne-Ardenne. Bonjour Monsieur M. Sharfi. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2 pour évoquer avec vous la tenue d'une table ronde d'un événement autour du don d'organes demain soir en partenariat avec la grande mosquée de Reims, à Reims justement. Voilà, tout à fait, effectivement. Donc l'aumônerie régionale de Champagne-Ardenne donc organise avec la grande mosquée de Reims une conférence table ronde avec des médecins de l'hôpital de Reims notamment et puis un médecin de l'association Lamas qui vont donc intervenir sur la question du don d'organes.
Donc c'est une rencontre qui est ouverte bien évidemment à tout le monde, croyants ou non croyants, musulmans ou non musulmans, peu importe. D'ailleurs, nous, la rencontre, on l'a intitulée « Don d'organes pour une fraternité humaine ». C'est-à-dire au-delà des croyances et de la religion, c'est d'abord une fraternité humaine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que en France, tout le monde est a priori donneur d'organes. Donc, quelles que soient ses origines et quelle que soit l'origine de la personne qui va bénéficier du don d'organes. Donc c'est plus une dimension de fraternité humaine. Et donc l'idée, c'est simplement de sensibiliser nos concitoyens, musulmans et non musulmans, sur cette dimension. Et il y a beaucoup de personnes notamment qui se posent des questions un petit peu sur au niveau légal, qu'est-ce qui se fait. Il y a eu certains entendent parler qu'il y a eu des modifications, donc au niveau législatif, est-ce qu'on est donneur a priori ou est-ce qu'il faut passer par la famille, est-ce qu'il faut écrire un testament, est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles les médecins vont notamment répondre demain à partir de 20h45 à la grande mosquée de Reims. Tout le monde est invité, c'est une entrée gratuite, bien sûr. Voilà, c'est une entrée libre et gratuite, donc toute personne qui souhaite s'informer, rencontrer des médecins et puis discuter sur cette dimension du don d'organes, donc peut venir rencontrer ces médecins-là. Bien sûr. Merci Monsieur Mjerpi et à très bientôt du côté de Reims, bien sûr. Rendez-vous demain soir à la grande mosquée de Reims. Donc pour parler du don d'organes, ça commence à 20h30. Tout le monde y est invité, amis rémois et rémoises. Merci bien Christophe et bonne continuation dans votre travail. On vous suit avec joie. Donc bonne continuation. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Bon. Voilà, rendez-vous demain à Reims, à 20h30. Soyez nombreux à la grande mosquée de Reims. On salue d'ailleurs toute l'équipe de cette grande mosquée et que l'on connaît bien d'ailleurs et qu'on apprécie beaucoup et c'est partagé. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de venir vous voir très très vite. On vous en dira plus bientôt. Alors, pour revenir avec Jean-Marc Zébellus et avec son invité pour parler de ce livre Famille nombreuse qui est sorti. Oui, depuis le 8 mars 2017. Quel genre de succès il obtient en librairie ? Pour l'instant, je sais pas trop. Enfin, les gens qui l'ont lu ont la gentillesse de m'envoyer un mot pour me dire qu'ils ont vraiment apprécié et je trouve ça hyper encourageant, quoi. On rappelle donc c'est l'histoire d'une famille de 11 frères et sœurs. C'est ça. Et on raconte un peu donc la vie de parents arrivés de Tunisie en France et ça part de là en fait, hein, tout un cheminement, un processus. C'est ça. En fait, je trouvais c'est normal. quoi, c'est rigolo, c'est tragique, c'est quoi? Alors pas du tout. Moi, je voulais pas faire de misérabilisme ni faire pleurer les gens. Je trouve que pour ça, ils ont qu'à allumer la télé puis c'est bon. Moi, oui, surtout en ce moment. Hein. Ouais, surtout en ce moment, effectivement, c'est même très très triste, je dirais. Et du coup, j'ai voulu un peu être à l'image de notre famille où on fait tout passer par l'humour. Et il y a plein d'humour dans ce livre. Il y a plein d'humour, mais au-delà de l'humour, il faut quand même réfléchir et essayer de voir ce dont je parle dans ce livre et essayer de comprendre le message que j'essaie de faire passer. Jean-Marc a peut-être des questions, étant donné qu'il l'a lu. Oui, la question que je voudrais lui poser, c'est lui dire que ce que je trouve génial dans ce livre, c'est Famille nombreuse. Avec toutes les anecdotes, tout ce qu'on a pu lire qui fait rigoler, mais je dois dire aussi que c'est une famille, on a un père qui était digne, qui se battait, qui faisait tout pour pouvoir justement subvenir aux besoins de sa famille et pouvoir tout donner à sa famille, et que les enfants vivaient surtout à l'intérieur, n'ont pas été pris par la rue, n'ont pas fait des délinquants, ont tous trouvé leur voie, ont réussi à faire quelque chose dans cette vie où les choses ne sont pas faciles, et ils ont rencontré quand même pas mal de petits soucis, notamment ils se sont fait arnaquer par un agent immobilier alors qu'ils étaient dans un petit studio, et ils ont donné de l'argent pour pouvoir trouver un logement plus grand, un peu plus digne, et ils se sont fait arnaquer. D'ailleurs, je laisserai les auditeurs découvrir. Il y a une belle petite anecdote avec la mère un petit peu qui va prendre un petit peu le dessus et qui va aller rencontrer ce monsieur pour pouvoir se faire rembourser. Mais quel lien vous avez gardé avec votre pays d'origine ? J'y retourne assez régulièrement parce que j'ai encore ma grand-mère et certaines de mes tantes aussi. Donc je retourne souvent en Tunisie et j'avoue que même si des fois je me dis allez, je vais aller ailleurs, j'ai toujours cet attachement à la Tunisie et j'y retourne dès que je peux, quoi. Et je crois que tu as été aussi, tu seras la représentante tu représenteras la Tunisie, c'est ça? Au salon du... Alors le salon du livre de Paris est passé, effectivement mon livre a été présenté sur le stand du salon du livre de Paris. Il est un peu en retard, hein, c'est un peu à l'image des socialistes en ce moment. Non mais c'est bien d'en parler, moi je trouve ça bien, mais mieux vaut tard que jamais, même si c'est passé, c'est pas grave, on le dit, voilà. Grâce aux socialistes, un grand animateur aujourd'hui. Donc le salon du livre, oui, ça s'est bien passé? Super. Ouais. Et d'ailleurs ce week-end je suis à un autre salon, j'en profite pour faire la promo, je suis au salon du livre de Montaigu en Vendée. C'est où Montaigu? Montaigu, c'est en Vendée. D'accord. Et donc c'est un grand salon du livre,
livre très sympathique. Vous Donc, savez que c'est grand la Vendée, hein, vous êtes au courant? Ouais, c'est très très grand. Ouais. Bon, je sais que c'est pas très loin, enfin c'est peut-être à 1 heure de Nantes, je pense. Mais bon, je suis un peu nulle en géographie, il faut dire ce qui est. Je sais que c'est en Vendée et voilà. D'accord. Donc c'est un super salon et si vous voulez m'y retrouver ou retrouver d'autres auteurs illustrateurs, n'hésitez pas à vous déplacer. Très bien. Alors le livre s'appelle Famille nombreuse, c'est édité donc chez Marabout. Marabout. Voilà, ça ne s'invente pas. Hein. Non, ça s'invente pas. Et donc on invite tous nos auditeurs, mon cher Jean-Marc, amis auditeurs, auditrices, à acheter donc ce livre si vous voulez passer un bon petit moment d'évasion. On peut le trouver où ce témoignage. livre? On peut le trouver absolument partout, dans tous les points de vente. Vous pouvez même aller voir votre libraire et le commander. Alors d'habitude, beaucoup de gens disent la Fnac, enfin c'est bien la Fnac, mais faites vivre les libraires, faites vivre les commerces de quartier, les commerces de proximité. Allez dans les librairies, ils peuvent le commander. S'ils l'ont pas, ils peuvent le commander. Donc voilà, vous pouvez le trouver absolument partout. Et c'est un livre qui coûte pas très cher, 17,90 Il coûte 2 paquets de clopes. €. Voilà, tout à fait. Ah oui, ils sont chers vos clubs, vous, hein. Oui. Très bien. Merci beaucoup Shadia en tout cas d'être passé par nos studios. Merci. Et puis bon courage pour la suite. C'est quoi la suite? Est-ce que tu envisages un autre livre ou On envisage toujours des livres. Enfin, tant que j'ai ma famille, je pourrais encore faire plein de livres. Et Donc, on se frère et sœurs disait tout à l'heure Jean-Marc, c'est ma dernière question, qui ont tous réussi quelque part. C'est quoi les plans de carrière un peu de chacun? je connais pas forcément les plans de carrière de chacun, mais bon, je sais que chacun a son boulot aujourd'hui, ils sont installés. Voilà, il n'y a pas eu ni de délinquance ni quoi que ce soit parce qu'on avait trop peur de ma mère et de sa Schlecka magique, n'est-ce pas? Ouais. Et voilà, donc sans vraiment dire ce que chacun fait, etc. Parce que j'ai pas eu l'autorisation pour le dire, mais voilà, on est tous bien, on est bien installés, on est bien là où on est, quoi. Et qui est-ce qui fait le meilleur couscous poisson de la famille? C'est ma sœur Lamia. Bon, très bien, on la salue alors. Voilà. Merci beaucoup Shadia. Je vous en prie. À très bientôt. Merci à vous, Merci au revoir. beaucoup et à toute la famille. Donc voilà, au travers de ce livre, Famille nombreuse. Jean-Marc, merci pour ce coup de cœur, mon cher ami. De rien, Christophe. Tu vois, il faut un petit peu aussi savoir que dans la communauté, il y a quand même des choses qui se passent et que les femmes, justement, prennent un petit peu la parole et peuvent faire aussi des choses très intéressantes. Absolument. Alors, merci beaucoup Shadia. En tout cas, à très bientôt. Je vous appelle donc, je vous invite à maintenant, on va passer au zapping. Voilà, et on va accueillir aussi Tarek Mami qui va s'installer tranquillement. En vous rappelant que cet après-midi, il y a eu une attaque au camion du côté de Stockholm en Suède. Il y aurait plusieurs victimes. Alors c'est vrai que c'est assez flou parce qu'on a beaucoup d'informations. 3 hommes armés seraient sortis de ce camion. Un homme a été arrêté. La gare de Stockholm vient d'être évacuée à l'instant même. Le centre-ville est complètement bouclé, donc pour l'instant on n'en sait pas plus. On va pas faire comme les autres médias et s'avancer à faire des hypothèses et à commencer à condamner qui que ce soit. Donc voilà, les faits sont là. On attendra qu'il y ait une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé du côté de Stockholm. Tarek Mami qui va s'installer. Tarek, on y va pour passer donc à un zapping extrêmement fourni. Je vous rappelle également la question du jour qui a très très bien marché d'ailleurs. On lira quelques-uns de vos commentaires. La question du jour donc est la suivante. Le président américain Donald Trump qui a fait bombarder donc la Syrie sans accord du Congrès américain ni du Conseil de sécurité de l'ONU et avant même la fin de l'enquête sur l'attaque chimique qui a eu lieu sur le territoire syrien. Comment qualifiez-vous ce bombardement du président américain? Vous pouvez continuer donc d'y répondre sur la page Facebook France Maghreb 2 et mais aussi sur par mail lgf@francemaghreb2.fr et puis en nous appelant bien sûr. C'est la question fil rouge donc au 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour le zapping, mon cher Jean-Marc? Toujours prêt, toujours au taquet. Bon, très bien. Tarek Mami, il est là, il est prêt? Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va commencer bien sûr, on va parler bien sûr de la Syrie, de ce qui s'est passé cette nuit. Mais avant cela, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à la télévision. C'est Emmanuel Macron qui était invité de l'émission Politique. J'en profite au passage pour vous signaler qu'il a fait le record d'audience de cette émission avec 3 600 000 téléspectateurs, ce qui est beaucoup plus que ceux qu'on prétendait comme des stars ou qui faisaient des shows, à savoir Nicolas Sarkozy. Cher Christophe, apparemment, il a fait 3 records pour la télévision française pour la même émission. Le nombre de téléspectateurs, le taux de présidentialité, 51%. Oui, absolument. Et le taux de conviction, ou en tout cas d'avoir convaincu, de 47%. La meilleure, c'est Madame Le Pen qui vient derrière, en gros à 35-37 sur les 3 postes. Alors le moment, il y en a eu plusieurs, mais un moment assez intéressant quand Emmanuel Macron s'agace des questions de Léa Salamé sur sa vie privée. Quand on voit cette double une, par exemple, cette mise en scène de soi-même, de sa vie privée, est-ce que
Mais Où vous êtes voulez en formidable. venir Non mais ça fait 200 fois qu'on me pose la question. Hein. Oui, mais malheureusement. Mais non, mais alors encore d'abord, une fois, ce sera la j'ai- 201e. Eh ben, j'ai d'abord une grande nouvelle pour vous. Je ne suis pas propriétaire de Paris Match. Enfin, je le regrette. Oui, mais Je suis vous désolé. acceptez Non, de mais poser, donc- c'est pas la non, question. attendez. Vous Non, acceptez de poser. Non, pardon de vous le dire. Il y a des photos qu'on peut faire poser dans la vie. C'est pas une photo. Ça, c'est posée. totalement une photo volée, Non. c'est ce que vous nous expliquez. Non, mais ce que je vous explique, et ce que j'ai dit et redit, c'est pas moi qui fais les unes de magazines. Ça n'est pas moi. Alors, si les unes de magazines se font, d'ailleurs, vous voyez que les dernières, elles sont plutôt à charge et extrêmement agressives, mais parce que... Et les unes people, parce comme que la on presse dit. se retourne. Les unes people, Mais elles ce sont n'est pas moi avec qui les votre fais, je vais être très consentement. concret avec vous. Pourquoi? Mais parce que ça fait vendre du papier. Parce que les journaux qui le font, qu'ils soient people ou pas, ils le font parce que il y a plutôt, ça fait... Ah, mais pour le dire clair, cette les photo, chiffres- elle est prise avec votre consentement, Emmanuel Macron. Mais attendez, regardez. Opération à peu près organisée. Pas celle-là, pas les unes, pas toutes ces unes qu'on voit là, c'est autre La chose. une de Paris Match. Mais la photo qu'on a vue, par exemple, Elle n'est bon, pas- c'est une façon de vous mettre en scène. Mais ça n'est pas une façon, je ne fais pas un appel, si vous voulez, On vous demande et vous dites oui. Non, on me prévient qu'il y a cette photo, et à ce moment-là, comme on me dit on va le faire, j'accepte de répondre aux journalistes. Voilà, un petit moment d'agacement pour Emmanuel Macron. Il y en a eu d'autres, mais voilà, celui-ci en était un exemple. Question posée par Léa Salamé et David Pujadas, donc les deux animateurs de cette émission politique. Un autre moment aussi avec Bruno Retailleau, qui était assez extraordinaire, Tarek. Moi, j'ai un regret pour ma profession de journaliste. Oui. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez une émission, elle a beau peut s'appeler donc émission politique, et vous vous posez la question au milieu de l'émission, est-ce que vous êtes en train de regarder un show ou une émission politique? Certains journalistes, et Madame Léa Salamé est devenue spécialiste, pour tenir à 21h30, 22h, 22h10 le téléspectateur, au lieu de rester sur l'économie qui est un dossier hard, ou le nombre de médecins en France qui est un dossier difficile, elle va nous brancher sur la une de Paris Match, voir voilà ou voici ou je sais pas quoi, et là elle dit je vais retenir encore les gens pendant 10-15 minutes pour Médiamétrie. Et c'est une horreur, parce que vous allez samedi soir pour une émission de show, bah on n'est pas couché, on n'est pas dodo, on n'a pas Ouais, on n'est pas on couché, n'est ok, je sais pas ouais. quoi, là. Ouais. Et vous avez ce type qui est là pour jouer au clown, comme il est de lui, comme on le reconnaît, qui va nous faire venir des politiques avec 2 questions sérieuses et 4 questions sur Paris Match. Il y en a marre. Donc vous faites une émission de show. Vous faites une émission politique, c'est pas la peine de la faire pendant 4 En heures. même temps, les politiques se prêtent au jeu. Non, mais parce qu'ils sont obligés, Ils sinon, n'ont pas le choix. sinon, quand ils commencent à dire non, machin, on lui dit, mais monsieur. Mais Alors, vous pensez pas que ça les arrange finalement ça évite de parler de leur programme, Ah bah, de il y en leur a, vide. il y en a quelques-uns qui n'ont pas été chez Madame la Marchand, donc ça les arrange pas. Donc, en fait, il faudrait faire une émission politique d'1 heure, ramassée. À la limite, on évacue le journal de 20 heures en 10 minutes. Et après, jusqu'à 21h30, jusqu'à 21h45, où les gens dorment normalement en France, dans ce pays, on fait une vraie émission politique. Delphine Arnaud écoutera avec attention vos recommandations. Non, mais je lui dirai, j'ai l'habitude de dire en public ce que je dis à l'antenne, ce que je dis au téléphone, ce que je dis chez moi. Et vous aviez, quand il n'y avait pas tout Internet et tous ces moyens de communication, Ouais. vous aviez une émission le dimanche à midi, Ouais. où à l'époque, les gens regardaient pendant 1 heure Il y avait d'émission. 7 sur 7 le soir aussi. 19h, soir. 20h avant Ouais. le journal, mais celle de midi, les gens regardaient les questions. Allez taper C'est- sur YouTube. Il y a pas cette question. Vous êtes marié. La dernière question à Hollande. Est-ce que vous êtes marié avec Madame X ou Y? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'il veut de sa vie? Ouais, c'est Non, mais clair. je partage tout à fait ce que dit Monsieur Tarek Mami, parce que là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une course à l'audience, et cette course à l'audience contribue à la désinformation. Et les journalistes se rendent Ouais, mais complices attendez, de cela. excusez-moi, c'est un Ils peu se rendent hypocrite de complices dire de ça. cela. Bah, Mais pourquoi c'est hypocrite? mais pourquoi Bah, laisse-moi On est là pour t'expliquer. avoir un programme, on est là pour entendre des Cher choses Christophe, concrètes. Non, quelle est attendez. la question qui a été posée à Madame Le Pen sur sa vie privée? J'en sais rien, moi. Mais non, mais je vous pose me la rappelle question. plus, mais en tout cas, c'était sur ses. Parce que la première fois, on lui a dit Monsieur Monsieur Alliot, elle a dit Monsieur Alliot n'existe pas. Passez Ouais. à la suivante. Non mais C'est tout. Non mais quand je dis on est un peu hypocrite, c'est que aujourd'hui les téléspectateurs c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est ce Ah qu'on bah, leur ils donne. vont voir non, c'est l'émission pas ce qu'ils de veulent. show C'est dans ce qu'on lequel leur ils ont cette impose. réponse. C'est ce qu'on leur impose. Je suis désolé. C'est pas ce qu'ils veulent. Bon, bah écoutez, je sais pas. Hein, pour le coup là, j'ai pas un avis arrêté sur le coup, mais bon. Donc Alors, on commentera pas Madame Léa Salamé qui vient d'avoir un bébé. Ouais. Je vous dirai pas moi avec qui par contre, alors que je le sais. bah oui, mais tout le monde le sait. Voilà. Qui l'a dit. Non, mais moi, je le Guzman. dirai pas. Voilà. Alors, en meeting hier à Strasbourg, là on change de sujet. François Fillon, qui a été enfariné hier après-midi. Il a été blanchi. Oui, il a réagi en meeting. Écoutez de quelle manière. Comme vous avez pu encore le constater il y a quelques instants, je suis la cible d'un acharnement impitoyable.
Ils essaient tout pour me décourager, même les plus minables arguments. J'espère au moins que la farine était française. Voilà, il espère au moins que la farine était française, vu qu'elle a été enfarinée. Elle était surtout blanche, la farine. Ouais. Le pressing du costume, ça doit coûter cher. Hein. Non, voilà, 15 000 euros, puisque... Bah là, les frais de pressing, 1500 euros, hein, c'est ça 1500 le pressing. Le pressing. Pour 15 000 euros de costume. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, est-ce qu'il a prévu le coup, cher Christophe? Parce qu'il vient, il s'est fait enfariner. 5 minutes après, il était avec un autre costume. Il amène sa garde-robe avec lui dans la voiture ou comment ça se passe? Nous, quand on va quelque part, on va avec ce qu'on porte. Et si on a un problème, bah, on est un peu emmerdé. Mais lui, apparemment, il avait 1 ou 2 costumes de rechange. Oui, effectivement. Mais bon, cela dit, c'est quand même... C'est vrai que le deuxième costume était moins beau que le premier. Hein. Ah oui? C'était le costume de rechange, voilà. C'était le plan B. Et le plan B est souvent moins intéressant. D'ailleurs, que il y a son ami Sarko qui est sorti du bois aujourd'hui. Oui, qui appelle à voter Fillon. Oui, il dit malgré tout. Alors j'adore moi malgré tout. Ça veut tout dire malgré tout. Moi, quand je reçois une lettre, Christophe, dans laquelle ça commence par cher ami, j'hésite à lire la suite. Parce que c'est lui qui commence à te dire malgré tout, cher ami. En général, t'es vraiment pas un cher ami, t'es... Voilà. Alors, justement, on lui a posé la question à Benoît Hamon, qui était l'invité de cet avou hier soir sur France 5, qui a réagi donc à l'enfarinage de François Fillon hier à Strasbourg. Écoutez. Suscite chez vous le moindre commentaire? Bon, c'est pas très, je trouve pas ça clean. Voilà, du coup, franchement, bon, c'est pas clean, c'est trop facile. En plus, on prend des risques. Et puis, d'abord, le jeune là, il prend des risques parce que aujourd'hui, on est en état d'urgence, on est protégé par des policiers comme candidat à l'élection présidentielle parce que des cibles potentielles. Donc, tout le monde se met bêtement en danger. Et puis, en plus, c'est pas malin. On peut dire à François Fillon, ouais, ce qu'on pense, franchement. Et Poutou l'a fait, hein. Et d'autres aussi. Et on n'a pas besoin d'enfariner. Alors après, voilà. Bon, ça commence à devenir une habitude à Strasbourg d'ailleurs. Oui. Poutou l'a fait. Vous auriez aimé être celui qui. Non, mais chacun il l'a fait avec ses mots. Non, mais par contre, ce qui est insupportable, c'est la déferlante de mépris à l'égard de Philippe Poutou. C'est-à-dire commenter ce t-shirt. Non, mais de quel droit on commente? On va pouvoir en parler tout à l'heure. On va en parler. Mais bon, c'est incroyable. Voilà la réaction de Benoît Hamon, candidat à l'élection présidentielle, donc à l'enfarinage de François Fillon. Quelle image, vous imaginez quand même que ça... C'est vrai que Hamon, jusque-là, il a échappé parce que notre valeureux Premier ministre peut-être futur, hein, dans 10 ans, Valls a... C'est pris une claque, lui. Voilà, lui, il a eu la meilleure, c'est la gifle. C'est pour ça que je commence par lui. Donc on va les classer dans l'ordre. Après, donc, il y a notre futur ancien, peut-être président, Monsieur Macron, qui a reçu, lui, un œuf sur la tête Oui, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, je pense qu'il était bien travaillé l'œuf, donc ça pas fait mal. Et puis on a plusieurs qui ont eu la farine, et donc ça, on a toute une liste. Mélenchon n'a rien pris, lui non plus. Oui, oui, parce qu'en général, faut oser rentrer. En fait, ni lui ni Marine ne peuvent recevoir, parce qu'il faut oser rentrer dans un meeting Front National quand on n'appartient pas à la maison. Et pareil côté Mélenchon. Donc ils ont des espèces d'assurance vie ces deux-là. Il y a un petit moment sympa à la télé qui s'est passé ce matin, vous l'avez peut-être pas suivi. C'est passé sur France Info TV. Un expert qui raccroche au nez d'une journaliste de France Info, ça s'est passé donc ce matin, écoutez. Téléphone, on va retrouver dans une poignée de secondes Michel Polaco, journaliste spécialiste France Info en aéronautique et défense. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, que Donald Trump a mis sa menace à exécution, frappes américaines en Syrie la nuit dernière aux environs de 3 heures, heure française. Michel Polaco, vous êtes en direct avec nous par téléphone. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez là? Michel Polaco, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en direct avec nous sur France Info. Michel Polaco que l'on a perdu, on va le retrouver évidemment dans une poignée de secondes. Je vous le disais. Michel Polaco a passé 2 heures dans le plateau de France Info, je l'ai vu ce matin. Ouais, donc, mais il a raccroché au nez avant. Non, mais il a pas raccroché. On se trompe d'un zéro et vous avez quelqu'un qui qu'est-ce qu'il me veut là. Ouais. Non, bon, c'est pas Michel Polaco. Bon, c'était marrant, moi je trouve ça marrant. Oui, voilà. oui. Mais... Bon, dans un instant. Bon, tu cherches à faire du buzz. Oui, il fait du voilà au voici, donc mais c'est pas grave, ça fait partie de l'émission. Tu cherches à faire du grand forum, tu vas pas aller à l'essentiel. Dans un instant, on va y aller à l'essentiel, messieurs. Tu nous fais du BFM. Syrie, on va en parler parce que là, il s'est passé quand même quelque chose. D'ailleurs, à croire que les médias français, ça y est, ont complètement basculé. Depuis ce matin, on parle plus de campagne électorale, on parle uniquement de ce qui s'est passé cette nuit. Espérons qu'il n'y a pas d'attentat. Espérons qu'il n'y a pas d'attentat en France dans les heures qui viennent, parce que non seulement ça serait dramatique, mais on ne parlera pas encore de campagne électorale. Aujourd'hui, l'information, c'est ce qu'on reproche, c'est ce qu'on essaie de faire le contraire ici, cher Christophe. On est dans le zapping de l'information, on n'est pas dans l'information. Et nous-mêmes, des fois, on se rattrape aux branches, parce qu'on se rend compte que depuis 2 jours, on n'a parlé que des sujets qui sont à la une de la presse écrite et de la presse qu'on appelle mainstream en France, dans
donc Le Figaro, Le Monde, Libé, et puis télé, surtout BFM. Vous avez vu cette couverture de Libé hier tout à fait. Et moi, j'ai fait mon commentaire et j'ai dit si c'était les enfants de Daesh, ce journal, il appartient à qui? Pourquoi cette ligne éditoriale? Et comment peut-on condamner un homme, même si c'est un salopard, même si c'est un dictateur, avant que le procès n'ait lieu? Et je dirais tout à l'heure dans mon papier, on va en parler. Nous avons Trump qui est à la fois l'enquêteur, donc le procureur, il est à la fois le juge, il est à la fois le bourreau qui exécute. Donc il y en a marre. On va justement continuer le zapping et se concentrer uniquement à ce qui s'est passé donc par rapport à ce bombardement américain et beaucoup de réactions qui sont survenues, côté politique bien sûr. Et on parlera donc des conséquences de cette attaque, parce qu'il y en aura forcément. À tout de suite sur France Maghreb 2 pour la suite de ce grand forum avec Tarek Mami et Jean-Marc Zébélus. Le grand forum avec Monsieur Zébélus et Monsieur Mami qui sont avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il y a deux monsieur. Ouais. Ah tiens, c'est bizarre. D'habitude c'est Jean-Marc, là aujourd'hui c'est Monsieur. Ça, il m'honore de temps en temps, chers auditeurs. Vous voyez, des fois. Mais profitons, ça va pas durer. C'est parce que pendant les coupures, je me suis un tout petit peu occupé de lui. C'est pas bien de mentir. Tu sais, surtout un vendredi en plus. Hein. Mais la prière est passée, c'est bon. C'est bon, ça a été. Très bien. Alors, on va revenir donc à donc la Syrie et beaucoup de commentaires. Je dois dire, continuez vraiment, c'est très intéressant sur la page Facebook par rapport à la question posée. France Maghreb 2 pour y répondre. On vous accueillera aussi dans un instant 01 40 33 9000 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Alors pour la suite de ce zapping, avant de rentrer, j'allais dire dans le vif du sujet et en rapport donc avec la Syrie. Après l'attaque des États-Unis donc en Syrie, cette nuit réaction ce matin de François Hollande devant la presse et après avoir parlé avec Madame Merkel. Cette diligenté avec les États-Unis. Aujourd'hui, il y a eu de nouveau utilisation des armes chimiques et après nous avoir informés, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. Il y a aujourd'hui, à cause de ce drame, à cause de cette situation, une possibilité aussi d'ouvrir des négociations et de permettre une transition politique en Syrie. Voilà pourquoi la France va, avec ses partenaires, notamment européens, et je me suis entretenu avec la chancelière Merkel là-dessus, prendre toutes les initiatives pour que nous puissions relancer le processus de transition politique en Syrie. Je réunirai ce soir à 19h un conseil de défense pour voir comment la France peut prolonger cette initiative. Merci. Conseil de défense, vous l'avez entendu, 19h ce soir, réuni donc à la demande du président de la République, la diplomatie française, une nouvelle fois, étape totalement absente, en panne, comme d'habitude, et en particulier dans ce dossier syrien. Je voudrais dire que la France va briller par son attentisme, par son absence et par ses réactions. Parce que je pense que là, il faudrait directement condamner sans conseil de ministre, sans quoi que ce soit. Je pense que la première réaction, c'est condamner ce type d'action qui est inacceptable. C'est pas ce qu'il a fait le président, il condamne pas lui. Hein. Oui, mais il faut justement, il faut condamner. Une réponse. Ce n'est pas un exemple à donner au peuple. On ne se fait pas justice par soi-même et puis on doit avoir une enquête, on doit attendre une enquête et même combien même qu'il y aurait une enquête, il y aurait une attaque chimique, c'est pas en répondant par cela qu'on voit aller dans le sens de la paix. Nous partons encore une fois de plus dans le sens du chaos, de la division, et c'est grave. En plus, on a des victimes, et puis les victimes ne sont pas que physiques, c'est psychologique aussi. Donc nous avons quoi? Nous avons plus de 6 millions de personnes qui ont été déplacées. On a 4 millions qui sont partis comme étant des réfugiés. C'est une catastrophe et ça continue et ça continue. Tarek Mami, la réponse du président de la République ce matin, qui a pris la parole, qui réunit son conseil de défense, c'est pour essayer d'exister encore sur une scène internationale. Si vous permettez, Christophe, moi j'ai mal à la France. Est-ce que la France, membre du Conseil de sécurité, la seule en Europe, si on sort bien sûr l'Angleterre, n'est pas capable de prendre une position
ferme et définitive, quelle que soit cette position, et qu'elle aille chercher Madame Merkel pour faire un communiqué en commun, comme si Madame Merkel était la caution de la position française, c'est une honte. Lamentable. Moi, je peux être pour le bombardement en français, en président français. C'est l'Élysée qui sort le communiqué et dit j'approuve, je soutiens, je fais la même chose. Je suis la France. Ouais. Mais aller chercher Madame Merkel pour écrire un texte pour dire n'importe quoi. D'ailleurs, le texte il dit 3 choses. Il dit c'est la réponse à Bachar, mais il faut continuer à l'ONU. Donc je suis contre puisque si c'est possible. sur Il dit si possible. Non, c'est possible. Donc, et troisième chose, je pense que les égos des hommes politiques, certainement, il y en a marre, parce qu'en fait, Monsieur Hollande, président que j'adore sur le plan personnel, je le répète 1000 fois par ailleurs, s'est retrouvé à la fameuse date du 24 août 2013 où lui, il voulait aller bombarder. Suite à la première enquête, on y reviendra, suite à la première affaire d'attaque chimique, on va y revenir. Oui. N'ayant pas pu la faire, il s'est mis à la place de Trump qu'il a fait aujourd'hui. En clair, il y en a un, et on va rester poli à la radio, qui peut faire ce qu'il a envie de faire, et il y a l'autre qui rêve de faire sans pouvoir faire. Et ça me désole pour la politique française. Et là aussi, ça va nous démontrer la faiblesse de l'Europe. Oui. Hein, de la France d'abord, pour nous. De la France et de l'Europe. C'est-à-dire qu'on veut prendre une décision, on va attendre pour pouvoir la prendre en commun et tout, etc. Et en 2013, il devait, le canard enchaîné, la raconte cette histoire d'une superbe manière. Le président Hollande dit aux ministres concernés qu'il va les recevoir à 19h pour décider pour aller attaquer donc la Syrie. Et au préalable, lui, il avait un rendez-vous téléphonique avec le président Obama à 17h. Et donc, quand le président Obama l'appelle, lui, il attendait qu'il lui dise « Ok, on y va » pour jouer au fier à 19h, et donc on y va. Ouais. Et puis tout d'un coup, monsieur Obama, il lui dit « On a décidé de ne pas y aller ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il annule le rendez-vous avec ses ministres à 19h. Voilà la vraie, les vraies réactions politiques d'après le canard de l'époque. Et donc, si vous voulez, on est la France. On est l'un des 5 membres permanents. Nous ne devons attendre ni l'ordre de l'OTAN, ni l'ordre de personne. Nous devons décider ce qui est bon pour la France. Il faut le faire. Ce qui n'est pas bon pour la France, il faut pas le faire. Si c'est bon pour la France de bombarder la Syrie, on bombarde. Si c'est pas bon pour la France de ne pas bombarder, on bombarde pas. Voilà moi ma position. En tout cas, voilà comment j'ai appris l'histoire de France et comme disent tous les candidats aujourd'hui depuis De Gaulle. Alors justement, belle transition, Tarek Pami, puisque les candidats ils ont réagi et je propose d'écouter celle de Benoît Hamon, candidat donc à la présidentielle. Il parle de cette attaque et surtout de Bachar el-Assad. Visiblement, il a bien appris le texte. Le criminel Bachar el-Assad, il a gazé des enfants. Moi, je me suis toujours refusé à hiérarchiser l'horreur entre Daesh d'un côté et Bachar el-Assad de l'autre. On ne dit pas qu'il y a des salauds qui sont plus salauds que d'autres. Bachar el-Assad est directement responsable de la riposte qui a été décidée par les États-Unis d'Amérique. Je suis évidemment favorable à ce qu'à partir de là, une solution politique puisse être trouvée en Syrie le plus vite possible. Une solution, mais sans Bachar el-Assad. La seule place pour Bachar el-Assad, ce sera devant les tribunaux internationaux et nulle part ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je me reconnais dans la déclaration qui a été faite par le président de la République et Angela Merkel. J'espère que cela amènera celles et ceux qui trouvent toutes les excuses à M. Poutine à réviser leur jugement. Ces frappes ont frappé un criminel qui est un des criminels les plus abominables que connaisse ce siècle. Les mots sont très violents, très durs. Je trouve ça inadmissible de la part de ce candidat. C'est inadmissible. Là, on n'est pas sur la question de Bachar par Bachar. On a un acte qui a été commis, une atrocité qui a été commise de façon unilatérale, décidée par une personne qui avait promis de toutes les façons dans ses promesses électorales de pouvoir agir comme ça, de pouvoir retrouver le soi-disant l'hégémonie américaine, la domination américaine sur le monde. Et là, c'en est justement une forte démonstration. Et je pense que Monsieur Hamon aurait dû se démarquer de ça et ne pas condamner Monsieur Bachar el-Assad comme il le fait. Pour l'instant, Monsieur Bachar el-Assad n'a rien à voir dans cette histoire parce que il faut attendre les résultats d'une enquête qui doit être menée. C'est tout. Tarek ? Malheureusement, aujourd'hui, en fait, ça devient la course à l'échalote à l'envers de certains candidats. N'étant pas sûr d'être au deuxième tour, il faut balancer un peu à droite et à gauche des choses qui pourraient faire venir. Peut-être qu'ils pensent que la majorité de la communauté, parce que malheureusement, c'est une grille d'analyse, que la majorité des citoyens français de culture ou de confession musulmane serait aujourd'hui contre Assad. Et qu'en disant ça, ils risquent de récupérer quelques-uns. Quand on perd l'essentiel, on va pas chercher la peau qui couvre l'essentiel. Alors, on en a également parlé hier soir dans l'émission politique de la Syrie.
Syrie, mais avant même de connaître, en tout cas, le bombardement américain de cette nuit, je propose d'écouter la position, justement, sur la Syrie, sur Bachar el-Assad, la position donc de Emmanuel Macron, qui est quand même un peu, somme toute, différente de Benoît Hamon. On le dira tout à l'heure. Oui, Bachar el-Assad est un criminel. Oui, il y a déjà eu en 2013 des crimes aux armes chimiques. Et il semble, moi je suis toujours prudent parce que les faits sont en train d'être vérifiés, et je pense qu'une enquête internationale est en train d'être dépêchée. Mais si c'était confirmé, c'est gravissime. Donc oui, il faut une intervention. Décision de l'ONU, et donc ça dépend de celle-ci, mais je souhaite une sanction. 2, intervention diplomatique, donc feuille de route diplomatique avec la France autour de la table et toutes les parties prenantes pour une transition et sortir Bachar, régler le problème du terrorisme. Donc, pas d'intervention militaire, c'est ça le point. Pas unilatérale. Je ne suis pas pour que la France intervienne aujourd'hui. Seule. Non. Mais intervention militaire sous l'égide de l'ONU? Oui. Contre Bachar el-Assad? Oui. C'est clair. C'est clair, voilà, réponse claire de Emmanuel Macron pour le coup là, qui a été extrêmement claire et qui a fixé un petit peu le. Pour ceux qui lui reprochent d'être toujours flou, apparemment sur cette question. Sur cette question-là, il était plutôt clair. Voilà. Il était plutôt clair, mais je dois dire, de toutes les façons, sa position n'est pas la même. Non, mais il en reviendra. Que les autres. On y reviendra, comme dit Monsieur. Alors, pour finir ce zapping, pour en terminer, on a peut-être trouvé. Justement la question pourquoi Donald Trump a complètement changé d'avis sur le dossier syrien. Un reportage plutôt bien de LCI que je propose d'écouter. Ils font le résumé en quelque sorte. Surprendre, c'est la marque de fabrique de Donald Trump. Le dossier syrien ne fait pas exception. La Maison-Blanche a opéré un volte-face radical en moins de 8 jours. Mercredi 29 mars, devant les Nations Unies, l'ambassadrice américaine à l'ONU expose la doctrine Trump sur la Syrie. Je ne vais pas revenir sur la question de savoir si Assad devrait rester au pouvoir ou non. Les États-Unis ont déjà largement débattu là-dessus. En clair, le changement de régime n'est pas une priorité pour Washington. Mais tout bascule mardi dernier. À l'aube, une attaque chimique est perpétrée à Rancheroun dans la région d'Idleb. Les bombardements font au moins 86 morts et des centaines de blessés. Tout laisse penser qu'ils ont été menés par le régime de Damas. Des images terrifiantes d'enfants asphyxiés, la mousse aux lèvres font le tour de la planète. La fille du président américain Ivanka Trump tweet son émotion. Son père lui emboîte le pas. Cette attaque chimique atroce est un affront à l'humanité. Les États-Unis, avec leurs alliés à travers le monde, condamnent cette attaque horrible. La ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques a de nouveau été franchie en Syrie. Mais contrairement à l'administration Obama, Donald Trump met sa menace à exécution et frappe une base de l'armée syrienne. Coup de poing sur la table pour redorer l'image de la diplomatie américaine ou volonté de Donald Trump de faire diversion face à ses soucis en politique intérieure. Ces bombardements démontrent en tout cas une chose, les États-Unis sont prêts à agir seuls en Syrie, de retour dans leur rôle de gendarme du monde. Plutôt pas mal, non, ce reportage. Oui, c'est ce que je disais. Il résume bien. C'est ce que je disais, le retour des gendarmes du monde, l'hégémonie américaine, l'impérialisme américain est de retour par rapport au parti républicain. Justement, on est dans la ligne de conduite de George Bush et de son fils, ce qui est catastrophique parce que nous avons la Russie justement qui occupait un petit peu le terrain. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un défi, on ne sait pas dans quel but que ça a été fait, mais c'est certainement pas Poutine dans le sens de la paix. qui parle d'une agression d'un État souverain. C'est une agression. La Russie il a suspendu ses accords de coopération en Syrie. Avec la les États-Unis. Syrie est un État souverain. N'en déplaise, peu importe, sans tenir des considérations de Monsieur Bachar el-Assad, ça c'est autre chose, on sait que c'est un dictateur, mais pour autant, ça donne pas raison, ça donne pas l'occasion de pouvoir comme ça aller comme on veut, bombarder comme ça de façon unilatérale un pays. C'est inacceptable, c'est pas normal. Tariq Mami, je vous pose la question directement, puisqu'il y a eu pas mal de commentaires aussi dans ce sens, que ce soit aujourd'hui ou peut-être même auparavant, concernant la position de la radio. On vous accuse d'être pro-Bachar. J'allais dire, si je l'étais, j'en serais fier. Mais on a toujours dit depuis le premier jour, mais les gens ne veulent retenir que ce qu'ils veulent. Ici, à la radio, j'ai toujours dit, la ligne de la radio, nous avons toujours dit, cher Christophe, que Monsieur Bachar el-Assad est un dictateur. Point. Dictateur avec un grand D. Point. Est-ce que c'est bien rentré? Alors, si c'est bien rentré, je rajoute à cette phrase que Monsieur Bachar el-Assad est un dictateur avec un petit d, l'est-il plus que tous les dictateurs de la région
Ou est-ce que comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, tout ce que vous voulez, tous les pays contre la Jordanie, et je n'oublie, et là c'est aujourd'hui l'Égypte et tout, est-ce que on est moins dictateur quand on est dans le camp américain et on est plus dictateur, donc on est dictateur avec un petit D quand on est sous le parapluie américain et non un dictateur avec un grand D quand on est sous le parapluie russe? Arrêtons, faisons travailler la raison, et si dans ce région du monde, je peux vous dire que la Syrie est le pays le plus démocratique quand on le compare en Arabie Saoudite et au Qatar. Y a-t-il un parlement en Arabie Saoudite? Y a-t-il des partis politiques? Y a-t-il les femmes qui occupent toutes les fonctions? Y a-t-il des ministres femmes? Y a-t-il des femmes qui voyagent sans avoir besoin de leur fils de 17 ans pour les accompagner? Y a-t-il qui conduisent? Donc si vous voulez, il faut toujours comparer le comparable. Donner acte que ce monsieur est tout aussi dictateur que tous les autres est une chose. L'isoler dans le qualificatif de dictateur à lui tout seul contre tous les autres, c'est pas normal. Je vous rajoute pour les auditeurs de France Maghreb qui me traitent de ça, et c'est leur droit. France Maghreb 2, M. Mabi. Oui, excusez-moi, Sir Christophe. Quand est-ce que le mandat de M. Abbas, président de la Palestine, est terminé? Ah, il n'est pas dictateur. Lui, il n'est même pas élu. Bachar fait le cinéma comme d'autres, à certains moments de l'histoire, où il traficote les élections. Ils vont répondre, il ne bombarde pas son peuple, lui. Christophe, le mot dictateur, pour moi, il n'est pas vraiment défini. Parce que la dictature n'est pas que dans ces pays. Le comportement de Monsieur Trump, c'est le comportement d'un dictateur qui n'a pas attendu les votes du Parlement, il n'a rien attendu, il a fait de sa propre initiative. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la dictature dans la démocratie. En fait, à certains moments, il faut mettre le mot dictateur et le mot homme autoritaire au régime autoritaire. Et le régime autoritaire ne sont pas des dictatures. Oui, mais Tarek Mami auprès du grand public. Le grand public aujourd'hui. Christophe, on est sur une radio qui s'appelle France Maghreb. Oui. Dont le principe, à la base, c'est le premier verset du Coran, Iqra. Et moi, la personne qui écoute une télé ou une radio, combien même cette télé ou cette radio serait très bonne, a tort. Il faut d'abord qu'il écoute la radio, qu'il écoute la télé, qu'il lise 2 ou 3 journaux, c'est possible, contradictoires, et qu'il se fasse une opinion de citoyen. Et celui-là, quand il vient en face de moi et dans un débat, il me dit mon analyse au vu de tel fait, ce monsieur est un dictateur, je lui serre la main. Mais c'est lui qui me répète des phrases creuses parce que Monsieur X, je veux pas parler même pas des candidats d'aujourd'hui à l'élection, parce que il faut argumenter. En arabe, la controverse était la base de la réussite de la culture et de la littérature et de la compréhension de la religion dans l'islam. Et c'est depuis la chute, malheureusement, de l'Andalousie que les nôtres ont fait le choix de suivre le cheikh, l'imam. D'ailleurs, il y a un super proverbe tunisien, Christophe, que vous ferez apprendre un jour en langue arabe, qui dit « Suivez toujours les discours des imams, mais en aucun cas vous ne suivrez leurs actions et leurs actes. » C'est-à-dire qu'ils ont un super discours en théorie qu'ils connaissent, mais dès qu'il s'agit de la vie réelle, il faut autre chose. Donc, quand la radio n'est pas pro-Bachar, la radio, elle est pro-peuple palestinien et pro-peuple syrien, et c'est pour ça qu'on rappelle que le président actuel de ce pays magnifique qui n'existe pas encore, la Palestine, a un président sans titre, sans élection, sans gloire depuis 2 ans, et il est reçu partout dans le monde, y compris chez les Américains. Et là, on lui dit pas, petit dictateur, tu t'es pas fait élire. On lui a pas dit depuis quand, toi, tu as tes costumes et ta bouffe gratuitement. On lui dit rien, parce qu'il est dans le camp américain. Donc, il faut dire clairement aujourd'hui, est-ce qu'on va refaire une guerre civile, une guerre froide, j'allais dire, comme avant la chute du mur de Berlin? Ceux qui sont avec les Américains sont les gentils du monde, et ceux qui sont avec les Russes, ou à l'époque c'était l'Union soviétique, c'est les méchants du monde. Le monde n'est pas tout rouge ou tout noir, il y a des salopards de 2 côtés, et j'allais dire, à chaque acte politique... Pas binaire, quoi. Il n'est pas binaire. Il n'y a pas de dichotomie, voilà. En fait. Il y a chaque bonhomme, à chaque action, il y a les méchants du moment et il y a les gens méchants. Alors, sauf qu'on trouve certains qui sont un peu plus méchants constamment par rapport à d'autres. Mais alors aujourd'hui, dans la presse française et dans une certaine presse d'ailleurs en général, y compris, messieurs, dames, dans la presse dite communautaire musulmane, enfin appelez-la comme vous voulez, aujourd'hui ils sont un peu embêtés. Parce que vous avez effectivement Bachar al-Assad sur qui il tape régulièrement et aujourd'hui c'est un peu silencieux. Bah oui. Tu sais, vous savez, un espèce de silence sournois, genre je ne sais pas trop comment je vais faire là. Mais Christophe, concrètement, on a tapé qui là? On a tapé Bachar al-Assad ou on a tapé le peuple? Il y a 9 civils morts, mais on a tapé une base aérienne. Non, on a tapé qui?
On a tapé Bachar, on a tapé le peuple. On a tapé le pouvoir syrien, clairement. Mais qui c'est qui subit les conséquences? Quel pouvoir syrien qu'on a? On n'a rien fait du tout au pouvoir. Là, on est en train de créer de la discorde dans le pays. On n'a rien du tout. On a tapé La Syrie est un pays, un État souverain. L'État souverain, c'est un État qui a une action sociale, organisationnelle et juridique. Donc, je dois dire que là, ces bombardements ne peuvent faire que l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ils peuvent que faire que conforter Bachar el-Assad et mettre son peuple derrière lui, parce qu'ils vont aussi subir ça, voir ça comme une injustice, car nous n'avons pas encore les résultats des enquêtes. Et la première fois, on s'est rendu compte que c'était pas lui. Donc, à un moment donné, je ne suis pas pro-Bachar, c'est un dictateur, ça c'est clair et net, mais au prétexte qu'il y a un dictateur dans un pays, qu'on doit créer une guerre civile dans ce pays. Non, c'est pas normal. La responsabilité est avérée, si la responsabilité est avérée de cette attaque chimique envers Bachar el-Assad, doit-il partir? Tarek Mami. Non mais est-ce que je pose la question. Non mais c'est au peuple syrien de décider. Oui, mais on va vous dire, le peuple syrien aujourd'hui, vu ce qui reste malheureusement, qui est pris entre les étaux. Est-ce qu'on a fait, Christophe, ces armes chimiques, qui les a créées et qui les a utilisées à grande surface, non mais à grande surface au Vietnam? Le napalm, c'est quoi? Vous aviez, dans les manifestations parisiennes avant l'invasion de l'Irak, j'espère me rappeler du slogan qui tournait, mais c'était au Vietnam, le napalm, ce n'était pas Saddam, c'était l'oncle Sam. Est-ce qu'on peut la retenir? Au Vietnam, le napalm, ce n'était pas Saddam, ce n'était pas l'islam, c'était l'oncle Sam. Donc que ceux donneurs de leçons qui ont tout fait partout viennent aujourd'hui nous expliquer que le monde il est fait comme ça, il revient aux Syriens de s'occuper de leur président, comme les Tunisiens se sont occupés de leur président, comme les Yéménites se sont occupés de leur président, comme d'autres se sont occupés de leur président. Et s'ils voulaient, et là c'est la boutade qui me sort à chaque fois, s'ils voulaient de la démocratie dans le monde, ils n'ont qu'à voter au Conseil de sécurité de l'ONU que personne ne peut rester au pouvoir comme président plus de 10 ans. Et que tous les pays dont le président reste plus de 10 ans, on les vire, ils sont plus membres du Conseil de sécurité. Qu'on arrête l'hypocrisie et qu'on arrête ce qu'on appelle le double, en arabe le double mariage, donc la double mesure ou le double langage, et qu'on regarde par exemple pourquoi aujourd'hui les Palestiniens depuis 60 ans, eux, ils n'ont pas le droit à leur pays. Donc il faut être juste. C'est très difficile pour les êtres humains. Est-ce que la Syrie appartient à monsieur Bachar el-Assad? Est-ce que c'en est sa propriété? Non. Non. Donc c'est au peuple de décider et de le faire partir, de choisir. Ce n'est pas aux autres de venir et de faire des ingestions et de prendre leur terrain de jeu et de pouvoir asseoir leur suprématie en écrasant un peuple. Mais quand Benoît Hamon dit c'est le criminel le plus grand criminel du siècle, c'est mieux de la fermer. Non, mais c'est qu'il ne lit pas l'histoire. À ce jour, le plus grand criminel du siècle dernier le titre a été décerné à monsieur, comment on s'appelle, à monsieur, à Hitler, non, à Hitler. Après, il a été donné donc à un pays à côté du Vietnam qui a exterminé 3 millions, Pol Pot. Cambodge. Et Pol Pot. Et aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Et criminel, mais Sarkozy n'est pas un criminel dans ce qu'il a fait en Libye? Et criminel, c'est lui qui a été reconnu comme tel par un tribunal. C'est pas le cas de monsieur Bachar. Et c'est pas le cas de Sarkozy. Et effectivement, qui a bombardé. Vous savez, il faut compter. Alors, si on veut faire la comparaison, j'appelle ça la comparaison macabre. Ouais, voilà. Moi non plus. Bon. Il y a combien de morts dans la guerre civile de la Syrie sous la responsabilité de Bachar? Disons le fameux 500 000. Combien il y a de morts en Irak sous la responsabilité des Américains? Plus d'1 million. Hein? Plus d'1 million. Il y a 1 million entre l'embargo et le début de la guerre, cher Christophe. Oui. Des gosses. Non, mais on est à près de 4 millions de morts en Irak depuis donc le début de l'embargo et la guerre de Koweït. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre les 500 000, le mec devant un tribunal pour le juger en criminel, et juste à sa gauche, et peut-être même dans le même procès, le monsieur qui a causé 4 millions de morts? Pourquoi l'un est un criminel et pas l'autre? Parce que l'un, il est blanc et américain, et l'autre, il est arabe, il est même pas musulman, dans le sens classique des islamistes. Bon, arrêtons. Tarek Mami, dans un instant, je vais vous demander justement de revenir un peu sur un épisode, puisque ce qui m'a un peu agacé ce matin en écoutant les radios, et parlons de Bachar el-Assad, c'est qu'ils sont revenus sur la première attaque chimique du 24 août 2013. Et ils ont pris le rapport de l'ONU ils imputent donc la responsabilité de Bachar el-Assad qui a été démontrée.
qui a été... on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais on va accueillir le docteur, notre docteur syrien qui est avec nous. Bonsoir docteur. Oui, bonjour messieurs. Bonjour docteur. Voilà, je vais faire court parce que bon, les informations sont contradictoires à droite et à gauche. Seulement, on va parler de l'élection présidentielle chez nous, en France. Donc, les 10 candidats, à part Monsieur Hamon, malheureusement, dans la ligne droite du Parti Socialiste, rappelez-vous, Monsieur Tariq Mami, vous n'avez pas fait une erreur, c'était Allo Bagdad, ici Paris, oui. France Maghreb tout court en 1990, et je vous écoutais et on en a parlé. C'est triste, mais c'est bien de remémoriser la mémoire des jeunes, dont Monsieur Christophe, avec toute son expérience. Et pas si jeune que ça, docteur, hein, vous savez. Oui, mais vous avez une grande expérience, mais vous êtes plus jeune que nous, Monsieur Christophe. Oui, ça c'est sûr. Et même que de moi aussi. Ah bah ça oui, surtout. Le feu de Monsieur qui est décédé là. Brahim Al-Hasmaïl. Brahim Al-Hasmaïl, excusez-moi. Donc le problème est le suivant. Le Parti Socialiste, malheureusement, Monsieur Hamon, c'est les 10 autres dont je salue la position du jeune Monsieur Macron, qui a dit il faut quand même faire quelque chose à l'ONU. Vous voyez, il veut, pour avoir une statue, la France restera toujours un grand pays à l'ONU. Oui, je vous écoute, docteur. Voilà, de Conseil de sécurité, c'est de dire, voilà, donc, on va aller s'en mêler à la Syrie, mais par l'ONU, de tous les 10 candidats, sans les nommer et vous perdre le temps. C'est triste déjà de M. Hamon, de ce qu'il a déclaré. Ça met en doute, comme en 1990, M. Mitterrand, ce qu'il a fait en Algérie, déjà dans les années 57-56, et ce qu'il a fait quand il a attaqué l'Irak. Donc revenons à la responsabilité. Docteur, il faut conclure, j'ai la pub là, hein, il faut se dépêcher. D'accord, donc juste un mot. Actuellement, ils ont dynamité Astana, ils ont dynamité par cette affaire Genève pour une solution politique. On en a parlé il y a un mois et demi. Là, il faut attendre le Conseil de sécurité avec aller faire une expertise de la cause de cette attaque chimique. Voilà. Ouais. Mais les Syriens, ils vont se retrouver de nouveau, malheureusement, victimes d'une grande guerre civile où tout le monde se bat sur leur chemin. Tout à fait. Merci docteur, merci beaucoup, c'est dit. Pub dans un instant, on va revenir aussi sur cet épisode de août 2013 parce que c'est pas la première attaque chimique. Tariq Mami avec vous dans un instant et puis les auditeurs évidemment qui vont pouvoir réagir. C'est la question fil rouge aujourd'hui. On y répond, on tente d'y répondre. Personne n'a la vérité absolue. On essaie d'avoir simplement des analyses avec objectivité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tariq Mami et Jean-Marc Zébellus. Tiens, un petit mail sympa que je viens de recevoir, c'est Mounir qui nous dit Christophe, je te confirme pour avoir écouté le grand forum que c'est bien Jean-Marc, ce petit coquin qui a fait une chronique sur les beurettes et qui n'assume plus MDR. Non, mais je l'ai dit que c'était moi. Bien sûr que j'assume. Et ne vous formalisez pas sur ce dit Monsieur Christophe Fro. En fait, je lui ai dit par SMS que c'était moi et que j'assumais, que j'en étais fier qu'une femme avait repris la relève et avait été beaucoup plus complète, a été beaucoup plus loin dans ce que j'ai dit. Alors revenons évidemment à notre sujet du jour avec les interventions des auditeurs avant de vous retrouver Tariq Mami pour un petit papier que vous nous avez réservé, écrit, pour justement revenir sur cet épisode de 2013, faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Manji nous appelle de Marseille, salut Manji. Salut, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Mami, bonjour Monsieur Jean-Marc. C'est ça C'est ça, tout à fait. Voilà. Bonjour Monji. Voilà, bon moi je suis un peu surpris parce que on m'a envoyé un mail comme quoi il y avait une manifestation aujourd'hui pour la Syrie à Marseille. Je suis un peu surpris que les gens ils sont surpris en fait, tout simplement. Quand est-ce qu'on va rester encore dans ce système binaire? C'est-à-dire cet anti-américanisme primaire, je le dis carrément, parce qu'en fait, on ne découvre pas les despotes arabes d'aujourd'hui. C'était quelque chose d'attendu en fait. C'est que, je veux dire, ces pouvoirs-là, ils ont été mis là pour payer la nation arabe, pour tuer la question palestinienne. La preuve en est que là, le régime syrien n'a jamais réclamé, ni par voie légale, ni par voie militaire, le Golan. Comme on sait bien que le Golan a été vendu aux Israéliens par Hafez al-Assad, le père de Bachar.
Cela a été vendu pourquoi? Cela a été vendu pourquoi les Israéliens ne sortent pas l'acte et quand on l'a pas, je n'en parle plus? Puisqu'il a été vendu. Si le Golan a été vendu par le père de Bachar, les Israéliens doivent sortir tout de suite l'acte d'achat ou l'acte de vente et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Personne ne les réclame. Non, ils ne réclament pas, ils sont chez eux. Quand t'es chez toi, t'achètes une maison, Manji, tu dis j'ai acheté la maison, voilà le papier, foutez-moi la paix. Moi, je comprends pas. C'est des logiques. Non, mais c'est des logiques. Non, mais vous reprenez, cher Manji. Non, mais personne ne le réclame. Personne ne le réclame. Est-ce que vous avez un jour vu le régime syrien réclamer le... Oui, monsieur, dans la réunion de 1900... Non, mais Manji, on va pas polémiquer. Non, mais il n'a rien fait contre la finance. Et il a été en 1982 dans la réunion des pays arabes qui avait proposé le rapport de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens et le fameux comment ça s'appelle? Ça s'appelle la proposition saoudienne pour la paix. Et dans la proposition saoudienne, il y a le retour du Golan à la Syrie et il y a le retour donc du territoire palestinien d'avant 67. Ne dites pas n'importe quoi juste pour parler. C'est de l'indignation, c'est de la discussion. Concrètement, qu'est-ce qu'il est fait sur il est dans le projet sur le terrain. Il n'a rien fait dans le terrain. Bon, ça c'est autre chose. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il est fait sur le terrain concrètement? Donc vous êtes d'accord vous avec l'attaque aujourd'hui de la Syrie par l'Amérique? Mais je sais pas. D'accord, j'ai dit que c'était logique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous... Tout simplement, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont d'accord et qui soutiennent, et il y a des gens qui dénoncent. Dans quelle catégorie vous installez? Parce que moi, on me dit que je suis pro-Bachar. Je dénonce les deux. Je dénonce l'attaque contre le régime. Je dénonce la mort des civils. Je dénonce le despotisme de la famille Assad depuis maintenant plus de 50 ans ou 60 ans, c'est-à-dire le père, le grand-père et maintenant le petit-fils. Je dénonce le président. Je savais pas qu'ils étaient trois au pouvoir. Le petit-fils ne connaît pas. Vous comprenez pas. Excusez-moi, monsieur. Non mais vous dites trois. Non mais excusez-moi. Non, attendez, Manji. Trois générations. Non, Manji. Vous êtes dans une radio de liberté d'expression. C'est pour donner des éléments pour les gens qui connaissent pas. Vous dites le père, le grand-père et le petit-fils. Excusez-moi. Non. C'est qui le petit-fils? Pardon? Vous dites le père, le grand-père et le petit-fils. C'est qui le petit-fils? Bachar. Bon, et le père, attends, et Bachar, et donc son père, Hafez, était président. Et le père de Hafez, il était aussi président? Ben oui, mais c'est lui qui a créé la série, c'est les Français qui l'ont mis. C'est pas son grand-père. Reprenez vos livres d'histoire. Le père Hafez a fait un coup d'État pour devenir président. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse un coup d'État? Hafez, il a fait un coup d'État, il a fait un coup d'État à personne, Hafez al-Assad. Ok, bon, vous avez raison. Alors, après son père. Non, il n'a pas pris le pouvoir, il a fait un coup d'État. Ok? Hafez al-Assad est arrivé au pouvoir en Syrie suite à un coup d'État. Allez regarder Wikipédia. La Syrie moderne, c'est qui l'a créé la Syrie maintenant là? C'était la République qui avait fait la réunion et l'union avec l'Égypte et Hafez al-Assad n'était pas là et Hafez al-Assad avec Nasser et Hafez al-Assad a fait un coup d'État pour accéder au pouvoir. Mais attendez, on va pas refaire l'histoire, laissez les auditeurs aller chercher. Tout ça, c'est les partis bassistes. C'est-à-dire, c'est les partis. Vous avez raison, j'ai pas suivi votre raison. Excusez-moi, nationalistes marxistes. Oui, allez-y. On va aller vite. Qu'ils ont voulu tuer la nation musulmane en remplaçant par les nations musulmanes. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas eu ce problème. Aujourd'hui, donc, vous êtes contre l'attaque de Trump, si j'ai bien compris, et vous condamnez le régime. Ben évidemment. Bon, ça, c'est deux positions claires. Mais réécrivez pas une histoire. Monsieur Mami, Palmyre, vous le savez mieux que moi. Palmyre n'est pas né d'hier. Palmyre, c'était la grande prison on a appliqué la torture à tous les opposants au pouvoir. Je vous invite juste de lire le poème d'un grand un grand poète syrien, Nazar Qabbani, lorsqu'il parle de Kham'istan, le pays des despotes. Voilà. Non, mais moi, ce que j'adore, Manji, en vous et chez d'autres, c'est que vous écoutez pas toute l'émission. Vous avez prévu d'intervenir à 17h45. Vous n'avez pas entendu que j'ai passé 3 minutes. Non, mais excusez-moi. Non, mais j'ai passé 3 minutes à expliquer pourquoi Bachar est dictateur. Donc, vous n'écoutez pas tout ça, et vous venez, et vous nous sortez une nouvelle histoire écrite, comme quoi le grand-père de Bachar était déjà président. Bah, je vais demander juste aux auditeurs d'aller faire un tour sur Wikipédia.
soit tu connais pas. Je suis désolé. Bah, je connais pas. Je connais pas. Je vais lire ce soir l'histoire de la série sur Wikipédia et sur les livres sérieux. Et je vais voir si le grand-père de Bachar. Merci, Monji. On va enchaîner, Monji. Merci beaucoup à toi. 01 40 33 9000. Tapez sur Google. Je dois dire qu'à un moment donné, non, mais tapez sur quand Google. On est libre de s'exprimer, mais il faut jamais être dans des certitudes. Et puis, il faut avoir des sources à l'appui de ces arguments. Faut lire, faut connaître. Il faut savoir d'où vient ce qu'on dit et pourquoi et comment. Il faut faire en croiser les choses. Maintenant, c'est vrai que dire qu'il y avait 3 générations qui ont eu le pouvoir, je pense que c'est une erreur. Et d'autre part, il a pris le pouvoir par un coup d'État. C'est connu, c'est reconnu. On n'a rien inventé. C'est un fait reconnu. Allez, avant de passer au petit papier de Tarek Mami, Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Tarek, bonsoir Jean-Marc. Effectivement, moi je vous rejoins lorsque vous dites très justement qu'il faut à la fois se méfier des mots, mais également d'être attentif à ce qui est dit. Alors, je me suis permis de vous appeler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je me trouve à l'instant où je vous parle dans un jardin d'enfants. Et en les observant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui vient de se produire. Et ce qui s'est produit est atroce, bien évidemment, mais on joue un peu avec nous. On joue au travers de ces annonces précipitées, on joue avec nos sentiments, nos profondeurs, et on ne peut aujourd'hui condamner véritablement monsieur Assad ou quiconque tant qu'on n'a pas démontré. C'est un peu ce que cette norme nous impose, à savoir d'être à la fois républicain, démocrate, d'être au travers de cette colonne vertébrale qui est notre constitution, vigilant à toutes les dérives. Et ces derniers mois nous ont démontré combien de personnalités, de politiques et autres avaient menti, nous ont trompés. Je crois que il faut être vigilant à tous ceux qui aujourd'hui prennent la parole, à ces effets d'annonce. Et bien évidemment, je dois vous dire que je suis, comme beaucoup d'entre nous, révolté par ce qui s'est passé. Et j'ai très envie qu'on trouve les véritables coupables. C'est pour ça que je ne condamne pas monsieur Assad. Je crois qu'il faut être vigilant. Et nous autres, dans nos conditions ici, au travers de cette radio qui nous donne cette liberté de ton et cette liberté de parole, je crois aussi que nous devons démontrer que nous ne sommes pas ces idiots utiles qu'on voudrait, à longueur de journée, à longueur d'année, faire croire que nous sommes. Non, nous sommes vigilants, résistants, dans nos convictions, qui peuvent être diverses et variées, mais unis dans l'adversité. C'était un peu le message que je voulais vous donner, diffuser sur l'antenne, et avoir une pensée pour tous les enfants du monde. Et je sais que vous avez eu l'occasion sur France Maghreb 2, l'occasion de donner la parole aux parents, à ces enfants. Et moi, je suis de tout cœur avec vous. J'aimerais que nous ayons, les uns et les autres, un peu de recul, un peu de hauteur, et que les choses continuent à être celles de gens qui ne cesseront de résister, et avec vous, bien évidemment. Merci en tous les Kamel. cas de m'avoir donné encore une fois la parole, mon cher Christophe. Merci Kamel, à très bientôt. Alors, Tarek Mami. Oui. Nous avez écrit un petit papier pour revenir un petit peu sur quelques... Alors, je vais, comment dire, j'ai écrit un petit papier, mais je souhaite, moi, que les auditeurs de bonne foi, je vais faire de la publicité, parce que des fois, il faut renvoyer les gens aux sources, à un article qui a été publié sur le journal Le Point, du 19 février 2014, et il s'appelle, le titre de cet article, « Attaque chimique en série, le rapport qui dérange ». Donc, journal Le Point, 19 février 2014, le titre « Attaque chimique en série, le rapport qui dérange », et il est écrit par le journaliste Armin Arfi. Et on va l'envoyer aux journalistes de la presse de ce matin. Non, mais il faut l'envoyer. Et que dit cet article? En gros, avant donc de lire mon papier, il dit que M. Fabius va dans une école supérieure en France pour parler donc de politique étrangère, et un journaliste, un jeune étudiant qui se présente comme journaliste, se lève pour lui dire: M. Fabius, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui le fait que vous avez eu tort d'imputer l'attaque chimique de la Ghouta en 2013 à M. Bachar al-Assad? Et puis, le titre dit, donc l'article, une étude de prestigieux MIT américain affirme que le massacre chimique d'août 2013 a été perpétré à partir d'une zone rebelle, ce qui contredit toutes les affirmations occidentales. Et monsieur, comment s'appelle, Fabius, refuse de reconnaître
ce qui vient d'être dit et le rapport de l'ONU et reste obnubilé par Bachar. Et ce qui me surprend, et vous avez raison, cher Christophe, c'est que depuis le matin, tous les journalistes parlent de l'antécédent, donc de la première fois de la Ghouta en août 2013, à aucun ne fait référence au rapport de MIT ou des Nations Unies. Et le rapport des Nations Unies qui est très très prudent, Christophe, il dit une chose. Il dit la seule certitude à laquelle on est arrivé, c'est que l'attaque n'est pas partie des zones contrôlées par Bachar. Il faut être plus clair. Voilà. Non, mais et ils disent pas, eux, que l'attaque est partie de la zone rebelle. Et ils ne nomment pas le rebelle, ils disent c'est pas notre mission. Nous, on a été chargés pour dire est-ce que l'attaque est partie de la zone contrôlée par Bachar. Notre réponse en tant qu'ONU, la réponse est non. Et le MIT, donc le mythe américain, lui, va plus loin et complète le fait que c'est parti d'une zone rebelle dans laquelle il y avait plusieurs groupes rebelles. Il dit je ne peux pas nommer lequel l'a utilisé, mais ce n'est pas parti de la zone contrôlée. Voilà, cher Christophe. Alors, et donc, je renvoie à cet article du Point, Armin Arfi, 19 février 2014, avec ce titre, Attaque chimique en série. Le rapport qui dérange. Je conseille principalement à notre ami Monji de le lire. Comme ça, il pourra écrire son papier demain sur une base extérieure qui n'est pas celle de M. Mami, mais celle de l'information en général. Je dois dire juste une chose, pour faire une petite parenthèse. La Constitution de 1973 qui a été promulguée, qui est appliquée en Syrie, précise que pour se prémunir contre toute ingérence extérieure, demande explicitement que le président soit musulman. Cependant, l'islam n'est pas religion d'État. Ouais. Alors Tarek, sur le petit papier que vous nous avez écrit. On va y aller. Donc Trump et le retour de la politique de la canonnière. La marine américaine a bombardé dans la nuit du jeudi au 6 au vendredi 7 avril une base de l'armée régulière syrienne située près de la ville de Homs et plus largement dans la région de Idlib, région encore contrôlée à ce jour par les terroristes, selon le langage de l'État syrien, et par les Russes, et par on ne sait plus comment les qualifier par les Occidentaux, qui va de l'opposition armée aux rebelles, à djihadistes, à takfiristes et à terroristes. Mais ce bombardement, chers toutes, doit d'abord rappeler à ceux qui ont la mémoire courte, très courte, que le nouveau président Trump, entré en fonction il y a à peine 3 mois, a été élu sur une ligne de politique isolationniste qui dénonce l'interventionnisme militaire et politique américain et le projet de sa concurrente Hillary Clinton de faire encore plus d'interventionnisme, surtout en Syrie. Les promesses n'engagent que ceux qui le retiennent, a-t-on l'habitude de dire en France, mais Trump fait comme les hommes politiques français, il oublie ses promesses qui ne l'engagent pas et fait le contraire de ce qu'il avait promis. Il renoue avec la politique de la canonnière et les plus sombres heures de l'invasion américaine en Irak sur des fausses informations et de manipulations relatives à des armes de destruction massive, manipulation organisée par l'ancien président Bush, père, son ministre de la Défense, M. Powell, et le Premier ministre anglais, Tony Blair. Le président Trump justifie le bombardement américain par la survenance d'une attaque chimique il y a 2 jours sur une zone contrôlée par l'opposition armée. Immédiatement, la machine de propagande américaine, suivie comme des caniches par toute la presse mainstream occidentale, impute cette attaque chimique à l'armée régulière. Ainsi, on passe de quelques heures d'attaque chimique présumée réalisée par l'armée syrienne à une attaque chimique opérée avec certitude et sans aucun doute par l'armée syrienne. On passe donc d'une attaque chimique présumée à une attaque chimique avérée. Le président américain s'habille ici en cow-boy américain et occupe les 3 positions d'une procédure judiciaire classique dans une démocratie. Dans cette affaire, M. Trump est à la fois le procureur qui enquête, le juge qui décide et prononce le jugement, et le bourreau qui exécute la décision. Tout cela n'exempte pas le président Bachar al-Assad de toutes ses responsabilités dans cette guerre. Mais aucun citoyen, aucun analyste doté d'un minimum de raison et d'objectivité ne peut accepter que l'on bombarde un pays souverain, même ennemi, sans passer par les procédures d'un pays démocratique. Trump a bombardé la Syrie sans l'accord du Congrès et donc sans l'accord de sa propre Assemblée nationale. Sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'il n'en est pas le seul membre, ce faisant, il offense les 4 autres membres permanents que sont la Chine, la Russie, l'Angleterre
et notre pays, la France. Et sans même attendre, chères auditrices, chers auditeurs, les résultats de l'enquête internationale sur cette dernière attaque chimique en Syrie pour dire qui en est responsable. L'armée régulière du gouvernement syrien ou les troupes de l'opposition armée. Faut-il ici rappeler à ceux qui ont la mémoire courte et surtout sélective que lors de la dernière crise relative à une attaque chimique dans la Ghouta, soit la banlieue de Damas, la capitale syrienne, en août 2013, cette attaque a été présumée sur le champ comme commise par le régime syrien. Et il a fallu attendre quelques mois, voire un an, pour que les enquêtes internationales du MTI et de l'ONU déclarent le coupable présumé, le régime syrien, innocent de cette attaque, et l'innocent présumé, l'opposition armée, le coupable avéré de cette attaque, même s'il n'a pas clairement identifié ce groupe terroriste. Trump et les dirigeants occidentaux ne tirent aucune leçon morale et réaliste de cette première attaque chimique. Et ce qui est plus grave dans cette affaire politique internationale, c'est qu'aujourd'hui les nouveaux conservateurs américains, les néocons comme on les appelle, ont réussi à prendre le contrôle du cerveau de Trump et en le faisant parler comme Hillary Clinton. Il suffit effectivement à écouter le discours de M. Trump. Ils ont pris ce contrôle de cerveau en passant par le cerveau du gendre de M. Trump, le sioniste notoire, qui a imposé à sa fiancée, la fille de Trump, de se convertir au judaïsme pour l'épouser. Cette dernière a bien sûr aujourd'hui achevé la mission de son mari en publiant sur Twitter les photos d'enfants assassinés par l'attaque physique. Son père Trump n'avait plus qu'à appuyer sur le bouton attaque de missiles par la marine américaine. En 3 mois, la boucle est bouclée et le candidat isolationniste devient interventionniste, alors que le présumé interventionniste Obama a fait le contraire et a refusé d'intervenir en Syrie, malgré les appels désespérés des présidents Hollande. Comme nous parlons de la France, nous allons finir donc par la citation des positions des candidats à la présidence de la République. Madame Artaud, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et Monsieur Dupont-Aignan dénoncent cette attaque américaine. M. Hamon marche sur le pas de M. Valls, Hollande et Fabius et rejette à 100%, dit-il, la responsabilité de l'attaque sur le président syrien Bachar. Il reste M. Macron, M. ni droite ni gauche, qui s'installe dans la position médiane qu'il approuve et qu'il adore. Il approuve le principe de l'intervention américaine, mais dans le strict cadre de l'ONU. Soit une adoption de la position classique de la France et des présidents de Gaulle, Mitterrand et Chirac, ce que du fait s'oppose au bombardement américain, puisqu'il n'y a pas d'accord de l'ONU, même s'il ne le dit pas dans ces termes. Certes, nous qui votons principalement et pour beaucoup d'entre nous, au vu des programmes politiques de la politique intérieure de nos candidats, la prise en considération de la politique étrangère des candidats peut aussi donner un éclairage particulier sur la politique intérieure qui doit déterminer notre vote dans 15 jours. Merci Tarek. Tiens, Kamel est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir à monsieur Tarek Mami, bonsoir monsieur Jean-Marc Zébulis et monsieur Christophe. Vraiment un trio magnifique que j'aime beaucoup que vous soyez souvent à l'antenne. Je reviens un petit moment sur la Syrie. Moi, je tiens à dire, on ne peut pas compter sur l'ONU. Il y a beaucoup d'hommes politiques comme Hollande qui dit il faut qu'on attend l'ONU donne le feu vert. Mais l'ONU, plusieurs fois, il y a eu des réunions sur les attaques d'armes chimiques. L'ONU n'a pas réagi, n'a rien fait pour protéger ça, n'a rien. Donc, la question que je me demande, moi personnellement, si à chaque fois on attend l'ONU, on ne ferait rien. Donc ça, je pense que c'est un coup qui va faire peur à ce régime de ne plus bombarder les gens, parce que c'est des civils. Si c'est vraiment on attaque des rebelles, il n'y a pas de souci. Mais on s'attaque. Et deuxièmement, quand on parle, moi je suis contre M. Dupont-Aignan, que je respecte sa politique intérieure, mais extérieurement, Madame Le Pen par exemple, je suis contre eux. Et à chaque fois, ils vous disent qu'il faut attendre une enquête. Si à chaque fois on attend des enquêtes qui n'aboutissent pas, et on regarde toujours des enfants se font massacrer, se font gazer, je pense que l'enfant-là, il ne demande pas d'attendre des enquêtes. Il y a une urgence. Monsieur Trump, moi, que je croyais que c'était l'homme de la télé-réalité, télé-fait chaud, et en fait, quand il s'est révélé, vraiment, excusez-moi, Tarek Mami,
C'est un homme, vraiment, un président, vraiment, avec une caricature d'un président. Et par rapport à Obama, qui est pendant ces... Merci, Kamel. Je ne vous coupe pas. Merci, Kamel. Sur la série. Je vous pose une question. Oui, allez-y. Vous marchez dans la rue. Il y a un truc qui se passe dans la rue. Oui. Et puis, il y a des gens qui crient, il y a la police qui arrive. Et il y a un type, il dit, c'est celui-là, en vous montrant Kamel, c'est lui qui a fait l'attaque ou qui a fait la bêtise. D'accord. Est-ce que vous demandez, non mais attendez. Est-ce que vous demandez que l'enquête soit faite avant qu'on vous condamne, ou est-ce que vous acceptez parce que quelqu'un qui est fort a dit c'est celui-là, on le prend tout de suite et on lui règle son compte? Vous, on parle pas de la série. On parle pas de la série, je parle de vous. Je vous ai pas coupé sur la série, donc je vous parle pour vous maintenant. D'accord. Mais je vous dis, depuis 2013... Je vous parle pas de la série, Kamel, je vous ai pas coupé. Donc, répondez-moi à une question simple. Est-ce que vous avez droit à une enquête ou pas quand quelqu'un dit que c'est vous? Acceptez-vous d'être accusé à tort? Voilà ce qu'on vous dit, puisqu'il n'y a pas d'enquête. Sans enquête. Ah non. Ah bon. Merci, Kamel. Voilà la réponse à ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci. Voilà. Je vous remercie infiniment pour ce moment d'échange. Merci, cher Kamel. Merci, Kamel. Voilà. On en a trouvé un comme qui était pour une intervention américaine, c'est Kamel. Non, mais on est libre sur la radio, chacun a le droit de s'exprimer. Bon. Le tout, comme disait Monsieur Tarek Mami, il faut avoir des arguments à l'appui de ses convictions, de ses dires. Allez, dans un instant, on va terminer avec les auditeurs qui vont pouvoir nous appeler en flèche pour nous donner un petit peu leur ressenti sur. On avait préparé une musique coup de cœur pour la Guyane, mais l'actualité syrienne fait que. Oui, bien sûr, évidemment. On essaiera de la passer la semaine prochaine. Oui, c'est prévu, vous inquiétez pas. Qui c'est qui bosse? Bah oui, qui est-ce qui bosse? Voilà, évidemment. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et dernière minute de cette émission au Grand Forum pour la partie interactive avec Monsieur Zébélus, qui est avec nous. Tout à fait, toujours présent. Malgré les tentatives d'éviction. Bon, allez, on y va pour les minutes libertales. Il nous reste très peu de temps. On y va. 01 40 33 9000. C'est à vous de nous appeler pour nous dire un petit peu votre ressenti. Voilà. N'hésitez pas. Allô, bonsoir. Allô. Ça commence bien. 01 40 33 9000, vous décrochez votre téléphone bien sûr pour nous appeler et pour réagir en direct sur France Maghreb 2. Je rappelle juste que l'attaque donc en Suède survenue cet après-midi à Stockholm, un camion qui a foncé dans la foule, l'auteur est toujours recherché, sa photo a été publiée par la presse suédoise. Allô 01 40 33 9000. Qu'est-ce qui se passe dans mon standard? C'est Monsieur Zébélus qui me l'a piraté encore. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant pour les quelques minutes qui nous restent. Je rappelle qu'après 18h vous retrouverez bien sûr la Myanmar pour l'éphéméride. Et puis ce soir à 18h30 comme tous les vendredis, c'est Parler Islam. Allô, bonsoir. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Allô. Allô. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Samir, Paris. C'est bonsoir, quoi la question? Samir. Juste la question. Non, il n'y a pas de question. On est dans les minutes libertad. T'interviens sur ce que tu veux, mon ami. Vas-y. Ah, merci, l'ami, merci. Vas-y, on t'écoute, Samir. Ouais, déjà, je voulais juste passer le bonjour à toute l'équipe. Hein, changez pas. Hein, c'est une vraie équipe. Franchement, ça fait plaisir d'entendre. Moi, je voulais juste intervenir sur ce qui se passe en ce moment là, sur la frappe en Syrie. Je rejoins un peu le parti de Tarek là. Oui. Et son point de vue. Voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà qu'il avait résumé en fait, en gros cette histoire, que ils ont pas à intervenir comme ça impulsivement dans un État souverain sans la moindre preuve. Ce comportement, je pense moi, qui doit être sanctionné de la part de Trump. Ça doit pas rester comme ça. Être jugé comme ça en 24 heures, gratuitement comme ça, voilà. Merci Samir pour ton avis. Merci Christophe. Merci à toi. J'ai oublié de vous poser une question, Tarek Mami, Jean-Marc Zébélus. Les conséquences de cette attaque en Syrie survenue cette nuit? Zéro, c'est-à-dire la Russie par exemple? Non mais zéro, c'est-à-dire que c'est un coup pour rien, pour montrer qu'on est là, on existe. Monter les muscles ou pour faire les muscles, parce qu'une opération comme ça, c'est soit une opération programmée sur plusieurs mois pour mettre à terre Bachar, soit c'est rien du tout. Deuxième chose, pour moi, il y a une manipulation dans le cerveau, et je le pense et je le dis, de Monsieur Trump, qui a été élu pour faire donc un peu l'accord, un peu l'entente avec Poutine, et aujourd'hui on lui fait faire le contraire, et donc on va en faire un nouvel ennemi de Poutine. Et donc ce sont les néoconservateurs, les sionistes, les vendeurs d'armes,
tous ceux qui ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'entente mondiale qui ont gagné la bataille. Donc c'est pour ça, c'est un coup pour rien. Il va espacer Poutine et Trump, et il va pas régler le problème de la Syrie. Et puis la question, moi, que je pose à tous les auditeurs, notamment à notre ami Manji, quelqu'un qui a gagné la bataille de Halep, quelqu'un qui a gagné la bataille de la ville de Lbeb, quelqu'un qui a pratiquement tout repris sous son contrôle, à l'exception de Deir ez-Zor, dont une partie reste entre le maire de Daesh, Raqqa et un peu Idlib. Qu'est-ce qu'il a à aller utiliser des armes chimiques pour se faire taper dessus? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est l'intérêt pour lui? Donc, je veux dire, à qui profite le crime? Le crime aujourd'hui ne profite pas à Bachar, quel que soit ce qu'on pense de Bachar. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, votre prénom et ville d'appel. C'est عبد الجبار باريس. Bon, أنا شعتي مثل واحد الأخ طارق. Est-ce que vous pourriez parler en français pour que les auditeurs... Écoutez, moi je vous donne un exemple. Allez-y, vous rappelez de guerre des Rifs? Oui. L'Amir Abdelkrim Khattabi. Tout à fait. Vous savez comment... Quand l'Espagne et la France, il a défait l'Espagne, la France, elle intervient avec 200 000. Oui. Et l'Allemagne, elle donne des gaz à la France. Oui. Avec le gazé avec le gaz moutarde. Quand il a vu la population était touchée, qu'est-ce qu'il a fait? Sallam Roho, il s'est rendu. Voilà l'honneur d'un homme qui pense à son peuple. L'autre, il veut la place. Et chercher la raison où il est. Amir Abdelkader, eh ben, c'est un homme, l'autre, Samahni, Wabish. Voilà, je vous dis la vérité. Quelqu'un, que lui ou un autre, il fait intervenir les Iraniens, les Russes, les Américains, les Chinois dans son peuple, il internationalise, il dit maintenant je vais rester au pouvoir. Mais il n'a pas honte. 300 000 morts. Ahmed Ben Ali, il a tué même pas 300 morts. Bravo Ben Ali, Yahya Ben Ali. Voilà. Merci Abdel Jabbar. Voilà. Ce qui est de formidable dans cette émission, c'est que vous avez des opinions dans une telle diversité que ça fait plaisir de savoir que chacun doit penser à son niveau et trouver son exemple. Allez, un petit dernier. Avant que le dernier, à la limite, le dernier auditeur, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, rend hommage à Ben Ali en quelque sorte, en disant Ben Ali avec 300 morts, il a compris qu'il n'a plus sa place, d'une manière ou d'une autre, il a dégagé. 300 morts, c'est beaucoup. Alors que celui-là, Bachar, avec 300 000 morts, il se maintient au pouvoir. Sauf la volonté du peuple. Non mais voilà, donc sans rentrer dans le truc, mais je veux dire, chacun nous amène une idée qui nous oblige nous-mêmes à réfléchir, à ne pas répéter. La volonté du peuple, bien sûr que le peuple s'est manifesté en 2011 pour se rebeller. Après, on sait ce qui s'est passé, mais au départ, il y a une rébellion quand même. Non, mais on reprend pas. Mais moi, je suis toujours heureux d'entendre d'autres points de vue auxquels, personnellement, je n'aurais jamais pu penser. Et c'est la richesse de cette émission, cher Christophe. Allô, bonsoir, le dernier pour la route pour le week-end, pour cette semaine. Bonsoir. Allô? Bon, il est parti. Bon, très bien. Bah, écoutez, c'est pas le peuple, c'est une partie du peuple. Oui, d'accord. Non, mais je voulais pas rentrer dans le détail, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que chaque auditeur est un homme riche. Tout à fait. Et chaque auditeur nous amène une idée. Et que les auditeurs qui viennent juste pour rappeler, pour dire la même chose que beaucoup d'autres parce qu'ils sont vus à la télé, à la limite, excusez-moi, mais ils font pas beaucoup d'importance. Voilà, il ne faut pas tourner la cervelle, quoi. J'avais mon ami Sami, Sami Boumajal Al-Rahmou, il avait une phrase terrible quand on était dans des jours comme ça à la radio. Il dit Tarek, il y a encore des gens qui pensent que le bon Dieu, c'est sa formule, donne la tête aux gens avec des cheveux pour se laver les cheveux et qu'ils oublient qu'est-ce qu'il y a sous les cheveux et sous la peau de la tête. Belle citation. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la France fut un sous-protectorat français, tout simplement. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Myriam nous dit pour finir par mail, tant que la France continuera d'être en quelque sorte de toutou des États-Unis, persistera à vouloir suivre les interventions derrière l'oncle Sam, la guerre et le chaos ne cesseront pas. Où sont les preuves que c'est Bachar, c'est pas cohérent alors que le gouvernement syrien reprend chaque jour le contrôle de son territoire face à l'aide des Russes? Il se tirerait une balle dans le pied à faire une chose pareille. Je n'y crois pas une seule seconde. Il y a une telle présence de différentes forces en Syrie que cette attaque a pu être orchestrée par ceux qui veulent voir la Syrie par terre, comme l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. N'avalez pas tout ce que vous racontent les médias. La même chanson de la 1 à la 27. Voilà. Ça c'est Myriam qui nous envoie ce petit mail lgf@francemagazine.fr. Ce type d'attitude ne fait que conforter le terrorisme.
dans ses actions. Merci, monsieur Zébélus. À mercredi avec nous au Havre. Très certainement. Voilà. Ça va dépendre si t'es gentil ou pas, parce qu'en ce moment. Tarek Mami, on part au Havre. Si vous m'invitez, oui, ce sera avec plaisir. Oh, la librairie Les Yeux d'Elzac. 115 cours de la République, au Havre. Et c'est pas très loin de la gare, pour ceux qui connaissent la ville. Ah, très bien. Bon, très bien. C'est en centre-ville, quoi. Au centre-ville, plein centre-ville. Bon. Les Yeux d'Elzac. Alors, on dira un petit mot, bien sûr, là-bas, mais c'est la librairie fondée par une femme, Khamsa, qui est l'ami de Brahim Hasmaï, qui est devenu notre ami et qui est décédé. Et donc, nous continuerons à aller dans cette librairie chaque fois pour penser à elle et en hommage. Et on invite tous les auditeurs havrais et havraises à venir nous rencontrer. Bonne soirée à tous. Dans un instant, la Myanmar pour l'éphéméride, 18h03, un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Le rappel de l'actualité avec Marine Garel pour ce vendredi soir. Bon week-end à tous. Bonjour à tous. Et tout d'abord ce drame en Suède. Un véhicule décrit par les médias suédois comme une camionnette a foncé dans la foule et renversé plusieurs passants cet après-midi. Il y aurait au moins 3 morts selon un premier bilan très provisoire. Les secours sont sur place. Cette nuit, les États-Unis ont lancé 59 missiles Tomahawk sur la base aérienne de Sherat en réponse à l'attaque chimique présumée menée mardi. L'armée syrienne évoque 6 morts et plusieurs blessés. De son côté, l'agence officielle syrienne Sana évoque 9 civils tués. Et conséquence, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en ce moment à New York pour discuter des frappes américaines. En France, à 16 jours du premier tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy est sorti de sa retraite. Dans une tribune sur Facebook, il a apporté son soutien à François Fillon, le seul à pouvoir réussir l'alternance selon lui. Et notez que selon un sondage Odoxa publié ce vendredi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen cèdent du terrain dans les intentions de vote pour le premier tour de l'élection, tandis que François Fillon et Jean-Luc Mélenchon progressent. L'enquête a été réalisée en ligne le 5 avril, soit après le débat télévisé de mardi entre les 11 prétendants à l'Élysée. Des allégations mensongères et des propos calomnieux. Dans une lettre envoyée à tous les procureurs et procureurs généraux, le directeur des affaires criminelles et des grâces dénonce les propos de François Fillon concernant l'existence supposée d'un cabinet noir. La journée mondiale de la santé est cette année consacrée à la dépression, la maladie du siècle. Elle touche 3 millions de Français. Prudence si vous prenez la route ce soir. Bison Futé a classé la journée orange à l'occasion des départs en vacances, notamment en Île-de-France, dans la région Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis du football avec le coup d'envoi de la 32e journée de Ligue 1 ce soir dès 20h45. Lille reçoit Nice. Demain, le leader du championnat Monaco jouera à Angers et Paris bouclera la boucle en clôture dimanche soir avec une rencontre prévue face à Guingamp. Ce sera au Parc des Princes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.